Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc chez vous, je suis actuellement en live sur Twitch, twitch.tv/le Foilier. Vous m'avez demandé, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander d'analyser la vidéo du crayon, sur laquelle Amélie Menu reproche au féminisme de causer du tort aux femmes. Et je n'ai pas encore vu la vidéo, je vais la découvrir avec vous, on va la voir ensemble. Vous avez été assez nombreux et nombreuses à me la demander, cette vidéo. Et donc, voilà, elle est chez Le Crayon. J'ai juste passé l'introduction avec Maxime Roudinesky, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, qui se dit militant féminisme, qui a écrit le livre Petit manuel du féminisme au quotidien. Vous savez ce que j'en pense, hein, les hommes qui se disent féministes. Bon, je suis toujours un peu prudent, mais on va voir la vidéo. Je ne vais pas faire de procès d'intention. Je ne sais pas pourquoi vous avez été si nombreux et nombreuses à me demander qu'on parle de cette vidéo. J'imagine qu'il y a des choses dont le contenu vous agace. Donc, eh bien écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on voit ça ensemble. On va démarrer la vidéo et puis on va regarder ça. Vous avez tous les deux répondu qu'un homme pouvait être féministe, que toutes les femmes n'étaient pas féministes. Maxime, que tu étais féministe. Amélie, que tu ne l'étais pas. Pourquoi? Alors déjà, faut quand même resituer un peu le contexte. Mon opinion, c'est que... Salut Hush et salut Damned Jamestream, j'espère que j'ai bien prononcé. Bienvenue à tous les deux ou toutes les deux. Les hommes féministes, je suis un tout petit peu prudent par rapport à ça. J'ai retiré le mot féminisme de toutes mes bannières, j'ai retiré le mot féminisme de tous mes réseaux par rapport au faux allié. Et même le mot allié, je le regrette un petit peu parce que quelque part, je pense que nous, les hommes, on doit se contenter de se battre contre le sexisme, là où on trouve, de faire de la pédagogie avec les autres hommes, de dénoncer les agresseurs quand il y en a autour de nous, quand ils sont dénoncés sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est déjà vachement bien, hein. Je pense que on n'a pas forcément besoin d'en faire plus, tout simplement parce que les féministes ont besoin d'icônes femmes, je pense, c'est assez important, et il ne faudrait pas leur prendre la place. Donc contentons-nous de la lutte contre le sexisme, c'est déjà très bien. Donc, qu'en dit Amélie Menu, du coup? Contexte, je l'ai été. Je l'ai été pendant peut-être presque 10 ans. Et en fait, la raison, comme vous dites, c'est que là où beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes aussi étaient beaucoup dans les mots et se paraient, on va dire, de cette idéologie, de ce paradigme pour un peu se parer de bonnes valeurs. Voilà, moi je suis Nancy. Non, c'est pas pour me parer de bonnes valeurs. Moi, par exemple, que je lutte contre le sexisme, c'est pas pour se parer de bonnes valeurs que des femmes se disent féministes. On le fait parce que les inégalités en France, elles sont toujours aussi marquées, malheureusement, qu'elles ont augmenté depuis la crise sanitaire. J'ai déjà cité cet ouvrage les 2 derniers lives, mais bon, voilà ici, Un droit des femmes, le grand recul d'Amandine Claveau. Tout est en recul, hein, le droit à l'IVG, le droit à la santé sexuelle, les inégalités salariales, le chômage, etc. C'est pour ça, en fait, qu'on se bat par rapport à ça. C'est pas pour se draper de vertu, c'est un procès d'intention qui est un peu injuste. C'est-à-dire que moi, je l'ai vraiment vécu dans ma chair. C'est-à-dire que je me suis rasé les cheveux, j'avais des poils, j'allais draguer les gars dans la rue. Ah oui, alors là, déjà, je comprends. Elle s'est rasé les cheveux, elle avait des poils. Alors, dites-moi si je me trompe. Si jamais c'est ce que prônent certaines féministes, il me semble que c'est un petit peu... que c'est une erreur. L'idée, c'est simplement de dire, si vous n'avez pas envie de vous rasez pas. C'est plutôt ça, l'idée. C'est d'essayer de supprimer les injonctions à la beauté, c'est de supprimer les injonctions à, je sais pas, à avoir systématiquement la police, les injonctions à... Et puis même, cette idée assez sexiste de dire, en fait, les femmes doivent systématiquement être présentables pour un homme. Il faut que les femmes soient à la disposition des hommes et que leur corps corresponde à leurs stéréotypes. En fait, c'est ça que disent les féministes, en tout cas de ce que j'en ai compris, à savoir en fait, vivez pour vous. Faites ce que vous avez envie. Si vous avez envie de vous raser, vous vous rasez. Si vous n'avez pas envie de vous raser, vous ne vous rasez pas. Mais ça me surprend parce que j'ai pas préparé l'épisode, hein. Je découvre la vidéo avec vous, donc j'ai pas réfléchi à des exemples, mais je sais pas, Gisèle Halimi, typiquement. Gisèle Halimi est une femme, elle a eu 3 enfants dans sa vie. C'est une femme qui, on pourrait la qualifier de féminine toute sa vie, et qui pourtant féministe, assez radicale, de première vague, courant matérialiste. Donc il me semble pas que le féministe dise aux femmes vous devez vous raser la tête et vous devez laisser pousser vos poils. Je suis très étonné par le début de cette introduction. Activement en me disant je vais pas attendre qu'un mec me drague, voilà. J'ai fait des sports de combat. En fait, dans ma tête, j'étais en mode si on veut les mêmes droits que les hommes, alors il faut être fort sur leur terrain. Et donc je suis... Ah mais non, mais c'est tout l'intérêt de lire un ouvrage comme Le regard féminin d'Iris Bray, qui explique parfaitement bien qu'en fait, on peut s'éloigner du male gaze et on peut même ne pas du tout avoir de male gaze quand on est un homme et adopter le male gaze aussi quand on est une femme. Et qu'en fait, c'est une posture politique de se dire, en fait, je vais choisir d'orienter ma vie en ayant des actions qui ne soient pas des actions systématiquement sexualisantes quand je m'adresse aux femmes, etc.
Encore une fois, alors peut-être, c'est tout à fait possible qu'elle ait lu des choses qui aillent dans ce sens-là, c'est tout à fait possible qu'on lui ait dit que c'était comme ça qu'elle devait se comporter, mais moi, c'est pas du tout le résumé de mes lectures, là, ce qu'elle est en train de décrire. Alors, si elle le décrit comme ce qu'elle a vécu, c'est qu'elle l'a vécu, on va pas, évidemment, hein, loin de moi l'idée de dire que son vécu n'est pas vrai. Hein. Si elle a vécu comme ça m'attriste, mais en tout cas, c'est pas du tout ce que j'ai compris des luttes féministes. Hein. Salut Poslovitch. Je suis devenue hyper stoïque, j'ai appris le stoïcisme pour contrôler mes émotions, D'accord, mais en fait, contrôler ses émotions, le fait de ne pas les laisser ressortir, c'est des principes sexistes qu'on attribue à la virilité. Salut Glad, j'analyse la vidéo, vous m'aviez beaucoup demandé dans le dernier live d'Amélie Menu. Le fait de ne pas montrer ses émotions, ça fait partie du sexisme qu'on reproche au précepte de la virilité, en fait. Les hommes, ils doivent pas montrer leurs émotions. Mais l'idée n'était pas du tout, enfin, en tout cas, moi, dans ce que j'entends de l'égalité homme-femme, c'est pas du tout de dire les femmes doivent s'approprier les concepts de la virilité. L'idée, c'est plutôt de dire, en fait, virilité, féminité, c'est blindé de stéréotypes. Les hommes et les femmes ont le droit d'être absolument qui ils veulent être. Voilà, de prendre ce qu'ils veulent là-dedans tant que ça leur correspond. Et on n'applique pas la virilité strictement aux garçons, on n'applique pas la féminité strictement aux femmes. Il semblerait de ce qu'elle décrit, puisqu'elle décrit qu'elle s'est rasé les cheveux, qu'elle a arrêté de se raser les poils, qu'elle faisait des sports de combat et qu'elle voulait être aussi forte sur le terrain des hommes, qu'en fait elle est vue, en tout cas qu'elle ait pratiqué son féminisme en se disant « je vais aller, comme elle vient de le dire, sur le terrain des hommes et je vais m'appliquer la virilité ». Mais il me semble pas vraiment, hein, et vous me corrigerez dans le chat au long du live hein, si nécessaire, que c'est ça ce que le féminisme prône. Je pense pas que le féminisme prône que les femmes s'attribuent les préceptes sexistes de la masculinité. Enfin, plein de choses comme ça, quoi, qui sont, on va dire, des caractères très masculins, des caractères très masculins. Et voilà, j'ai beaucoup approfondi, presque philosophiquement parlant, le sujet. Bonjour Miss. Et en fait, j'en reviens, parce que là, je suis arrivée à mes 29 ans. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça a été quoi le basculement? Ça m'intéresse. Ouais. Bah, le basculement, c'est long. Hein. Ouais. C'est long. C'est intéressant ce que tu dis, Glad Coco, que c'était assez mal vu d'être féminine. Étant un homme, moi j'ai pas du tout l'expérience du corps des femmes, je ne l'aurai jamais. Je peux même pas la comprendre, je peux simplement entendre ce que vous avez à me dire. Et s'il y a eu des reproches par rapport à la féminité, je trouve ça parfaitement normal, parce que ça reste encore une injonction en fait. Ça reste encore une façon de contrôler le corps des femmes, de leur reprocher d'être féminine ou de ne pas l'être. Donc elle dit qu'elle a été féministe dans sa vie puis qu'il y a eu une bascule. Moi, expliquer, mais en gros, c'est tout simple. J'arrive à 29 ans et je me rends compte qu'en fait, je ne génère pas de désir chez les hommes. Or, je suis quand même... Ah, d'accord, intéressant. À 29 ans, elle a l'impression de ne pas produire du désir chez les hommes. Donc en fait, elle arrive dans une phase de sa vie où, je vais essayer de pas faire procès d'intention parce que je sais pas ce qu'elle va dire après, où d'un seul coup, le couple redevient important pour elle, à ses yeux, peut-être le fait de fonder une famille, peut-être qu'elle a changé d'avis par rapport à ça, il est possible de changer d'avis au cours de sa vie, de ne pas changer d'avis, de ne pas vouloir d'enfant à 15 ans et de ne pas en vouloir encore à 35 ans, d'en vouloir, ça c'était mon cas à l'adolescence et de plus trop en vouloir à l'âge adulte, ou au contraire de ne pas en vouloir et d'en vouloir plus tard, ça j'en sais rien. Mais donc voilà, donc là en fait elle se dit, en fait la façon dont j'ai appliqué le féminisme, ça ne m'a plus rendu désirable aux yeux des hommes, je trouve ça très triste comme phrase, mais bon voilà, peut-être qu'elle l'a effectivement vécu comme ça, et j'aimerais bien en savoir un petit peu plus du coup sur sa démarche. Une femme, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'avoir une vie de famille, donc c'est ça, donc en fait, voilà, elle arrive à une période où elle veut avoir des enfants, bon voilà, pourquoi pas. Et j'ai envie d'avoir une vie, tout simplement, de ne plus être seule. Alors du coup, est-ce que le féminisme encourage les femmes à être seules? J'ai pas du tout l'impression, vraiment pas, très sincèrement. Les propos qui pourraient se rapprocher le plus de ça pour moi, c'est le lesbianisme politique de Dominique Wittig, qui encourage le lesbianisme en disant il n'y a que comme ça que vous pouvez échapper à l'hétérosexisme, mais autrement, moi j'ai pas du tout l'impression que le féminisme prétende que l'hétérosexualité n'existe pas, ou qu'il faille plus être hétérosexuel, ou pas avoir de petits copains, ou ne pas avoir d'enfants. J'ai vraiment pas du tout cette impression-là. J'ai l'impression que c'est plutôt un message émancipateur en disant, en fait, vous avez le droit d'avoir des enfants, vous n'êtes pas obligé d'avoir des enfants à l'âge de 20 ans, vous avez le droit d'avoir une carrière, d'avoir des enfants en même temps, vous avez le droit d'avoir une carrière et de ne pas avoir d'enfants, vous avez le droit de ne pas avoir un enfant, de ne pas faire carrière, vous avez le droit. Vous avez le droit de mener la vie comme vous l'entendez. Et la seule chose qui est importante à leurs yeux, c'est que cette vie ne soit pas soumise à la domination masculine et à la violence des hommes. Mais j'ai pas l'impression que le féminisme dise aujourd'hui, les femmes, il faut pas que vous soyez en couple, et il faut pas que vous ayez d'enfants. Un peu étonnant, la façon dont elle a appliqué en fait un féminisme presque d'ascète,
de ce qu'elle décrit. Et si effectivement c'est comme ça qu'elle avait compris ce qu'était le féminisme, je comprends du coup sa solitude, mais très sincèrement, dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, mais j'ai pas du tout l'impression que le féminisme prône la solitude des femmes, l'éloignement strict des hommes, le fait de ne surtout pas avoir d'enfants, etc. Très surpris pour l'instant. J'ai vécu le polyamour aussi pendant 10 ans et je me suis rendu compte à quel point ça m'a un peu bousillé. Alors les seules critiques du polyamour que moi j'ai lues, c'était des critiques féministes. Il n'y a que dans les milieux féministes que j'ai lu des critiques extrêmement acerbes du polyamour, en expliquant à quel point c'est quelque chose qui profitait aux hommes, que en plus de ça, on m'avait envoyé des études assez intéressantes pour montrer qu'il y avait des risques pour la santé sexuelle, etc. Donc moi j'ai pas du tout l'impression, encore une fois, que ce soit le féminisme qui encourage au polyamour, bien au contraire. Et donc en fait toutes les belles promesses que m'avait fait le féminisme en me disant oui en fait je me maquillais pas, enfin il y avait beaucoup de trucs que je faisais pas du tout. Mais c'est fou, mais le maquillage c'est pareil, en fait. Maquillez-vous, ne vous maquillez pas, peu importe. Mais de ce que j'ai pu comprendre des vrais féministes, maquillez-vous si vous avez envie de vous maquiller. Si ça vous fait du bien pour vous de vous maquiller, si ça vous permet de vous réapproprier votre corps, je sais pas, de vous sentir en confiance avec vous, maquillez-vous. Mais si le maquillage, c'est simplement en se disant « il faut que je me maquille parce qu'il faut que je plaise aux hommes dans la rue », bah peut-être effectivement que c'est pas une bonne raison pour se maquiller. Peut-être que c'est une injonction qui finalement est une injonction masculine, ça. Oui, il y a des hommes qui ont peur des femmes féministes, c'est sûr, de même qu'il y a des hommes qui ont peur des femmes qui font carrière, il y a des hommes qui ont peur des femmes qui gagnent plus d'argent qu'eux, et il y a des hommes qui ont peur des femmes tout court. On le voit. Iman, présidente, ah bah je te le souhaite un jour, qui nous dit, Iman ou Imen, je sais jamais comment on prononce, c'est une définition masculiniste du féminisme. Un peu, oui, c'est vrai qu'on dirait la façon dont l'observateur parle du féminisme, oui, c'est vrai. Je suis assez d'accord. On dirait quand l'observateur dit les féministes sont en train de rendre les femmes malheureuses, ouais. Donc c'est un peu triste qu'elle l'ait vécu comme ça et qu'elle l'ait vécu comme une souffrance finalement. Alors que c'est un combat vraiment splendide à mener, c'est un peu chagrinant ce début de vidéo. Que je m'interdisais même quand j'avais un intérêt, par exemple j'ai toujours eu un intérêt pour le maquillage, mais par activisme, je m'obligeais à ne pas me maquiller. Mais pourquoi ? Mais dans quel guide de l'activisme féministe il y a écrit qu'il faut pas se maquiller ? Je suis très étonné de ça. Je suis en contact avec des féministes parfois, je réponds dans un instant, parfois vraiment très radicales. Certaines effectivement ne se maquillent pas, certaines sont très coquettes, certaines le sont à moitié. Enfin, je veux dire, il y a toute la palette possible en fait. Le polyamour, c'est une théorie qui dit qu'en fait, les relations monogames, ce serait quelque chose qui serait imposé par la société et qu'on serait beaucoup plus heureux si on s'autorisait à tomber amoureux de plusieurs personnes en même temps, à partager plusieurs histoires d'amour en même temps. Voilà, concrètement, moi ça m'est arrivé une seule fois d'être dans une relation avec une femme qui voulait absolument un truc polyamoureux. À ce moment-là, c'était il y a vraiment longtemps, je me sentais un peu seul, donc j'ai dit oui parce que j'avais vraiment pas envie d'être seul dans cette période-là, et ça a été très dur pour moi. Déjà parce que moi, ça m'intéressait pas du tout d'aller rencontrer quelqu'un d'autre, et puis en plus de ça, parce que ça m'était douloureux, parce que je ressentais beaucoup de jalousie à l'idée qu'en fait, bah voilà, une semaine sur deux, elle était pas avec moi. Donc voilà, et le polyamour reçoit quand même des critiques féministes assez fortes. Sozilo, tu nous dis la problématique du témoignage personnel, c'est qu'il balaie les motivations. Alors, je suis assez d'accord. Effectivement, le témoignage personnel, surtout dans un cas où une femme parle du féminisme, où on sait à quel point le féminisme est fondamental en France, depuis le début de la 4e vague du féminisme qui aurait commencé au début de MeToo, on voit à quel point sans le féminisme, on n'aurait pas eu dans la société cette question prédominante du viol. La question du viol, grâce au mouvement féministe, est sortie du fait divers pour devenir un fait social. Et là, d'un seul coup, les femmes qui ont toujours parlé, la parole s'est pas libérée à MeToo, c'est l'écoute des hommes qui s'est enfin débloquée. La parole a été tellement massive grâce à Alyssa Milano, grâce à d'autres, grâce à toutes les féministes qui ont fait écho à ce mouvement-là, grâce à toutes les femmes qui ont eu le courage de témoigner MeToo, ont permis de comprendre en fait que la domination masculine, le patriarcat, c'était pas juste un gros mot. Et les imbéciles comme moi j'avais quand même 31 ans, je pense, ou peut-être 30 ans au début de MeToo, qui avaient côtoyé, j'ai quand même côtoyé dans ma vie personnelle, des porte-paroles d'Oser le féminisme, bien avant que je crée le Fou Allié, et j'étais proche de ces personnes-là, avec des histoires amicales très fortes. Et ben il m'a quand même fallu MeToo pour comprendre. Parce que je n'avais pas compris la problématique du systémisme avant MeToo, alors que pourtant on me l'avait crié. Et ça, c'est l'une des avancées les plus extraordinaires du féminisme de cette nouvelle vague, de cette 4e vague. Et puis on va pas revenir sur les premières, 2e vagues qui ont permis aux femmes enfin de pouvoir utiliser un compte en banque, d'avoir un divorce par consentement mutuel, etc. Donc effectivement, prendre le témoignage personnel pour dire moi le féminisme m'a rendu malheureuse, donc salut pomme au sucre, donc le féminisme rend les femmes malheureuses, je suis assez d'accord, Sozilo, effectivement ça peut être, je pourrais comprendre qu'il y ait des femmes qui aient été mises en colère par cette interview, et vu le nombre de fois où on m'a demandé de l'analyser, j'imagine que c'est ce qui s'est passé.
Et en fait, j'arrive à 30 ans et je me prends une baffe, mais stratosphérique, quoi. Parce que je me dis, mais là, en fait, là, le plan que j'avais, c'est d'avoir une famille, des enfants, j'ai rien, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Et puis, Ouais, c'est ça. En fait, il y a un désir d'enfant qui est né, qu'elle n'avait plus, ou alors peut-être qu'elle s'était dit il faut pas que je l'ai, elle l'a fait taire, et donc elle va expliquer que c'est le féministe qui provoque ça. Mais bon, j'ai parlé avec Gisèle Halimi, mais il y en a plein d'autres, des féministes qui ont eu des enfants, il y en a eu énormément. La mère de Marie Shelley, par exemple, je préfère l'appeler la maman de Marie Shelley parce que je ne sais jamais comment on prononce son nom. Wall Marie, je ne sais plus comment on prononce son nom, vous allez peut-être réussir à l'écrire. Marie Wollstonecraft, voilà. Typiquement, immense féministe, la mère de Marie Shelley, donc il n'y a aucun souci, pour moi il n'y a aucune contradiction entre le fait d'être féministe et avoir une vie de famille. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que finalement, toute la déconstruction qu'on m'avait vendue ne m'avait apporté finalement que des traumatismes et beaucoup de chagrin et je me sentais vraiment misérable en fait. Traumatisme, chagrin et misérable, il y a quand même un champ lexical de la détresse là-dedans. Elle a traversé quelque chose vraisemblablement de difficile. Elle a mal vécu son militantisme, c'est une évidence. Et on est désolé pour elle. Il me semble que le mot déconstruction ne devrait pas s'appliquer du tout aux femmes. Il faudrait que j'y réfléchisse. Je sais très bien qu'il y a des femmes qui peuvent reproduire de la misogynie pour X ou Y raison, mais c'est surtout aux hommes de se déconstruire. Donc ouais, il y a quand même un vocabulaire assez dur là dans sa bouche. Elle a souffert, Amélie Menu. Je suis désolé d'entendre ça. Il faut aussi savoir que j'ai avorté quand j'avais 23 ans. Et j'ai mis 2 ans et demi, voire 3 ans, à me remettre de ma dépression post-avortement. Chose qu'on m'avait pas du tout prévenue, parce que moi j'ai grandi dans les milieux féminismes où on me disait oui, t'es enceinte, prends des médocs, va à l'hôpital, demain c'est fini, c'est bon. Donc il y a des femmes qui ont minimisé ce que l'avortement pouvait provoquer. Bon, l'avortement, encore une fois, il y a une multiplicité de façons dont les femmes le vivent. Pour le coup, je suis assez proche de copines qui ont avorté dans leur vie, parfois à plusieurs reprises. Certaines, effectivement, le vivent bien, ou en tout cas donnent l'impression de bien le vivre. Pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Pour d'autres, on a l'impression que ça se fait comme une lettre à la poste. J'imagine qu'il y a une multiplicité de vécus possibles par rapport à l'avortement, pour plein de raisons qui ne me regardent pas, et de toute façon, la façon dont les gens traversent un avortement, nous les hommes, on n'a rien à dire, on a juste à soutenir si la personne en souffre. Donc voilà, il semblerait qu'on lui ait prétendu, c'est ce qu'elle dit, mais je pense pas que ce soit le féminisme qui dit ça, que l'avortement ça n'est rien, et elle a mal vécu son avortement. Bon, je suis désolé qu'elle ait mal vécu l'avortement, ça doit être effectivement, quand on vit mal un avortement, ça doit être très dur. Bon, voilà, je sais pas trop quoi dire par rapport à ça, surtout que je ressors de mes lectures d'Annie Ernaux, donc, qui raconte son avortement à une époque où avorter était illégal, dans son roman L'événement, qui est un de ses meilleurs, peut-être avec Mémoire de fille. Donc voilà, moi je suis très triste de lire, en plus de ça, qu'elle a mal vécu un avortement, très triste de lire ça, enfin d'entendre ça. Ton corps, ton choix. Et en fait, j'avais pas du tout compris l'implication physique, émotionnelle, tout en fait qui allait avec. Personne ne doit juger les femmes qui avortent. Effectivement, on n'avorte pas comme on va au supermarché. Une femme n'avorte pas de gaieté de cœur. Attendez, il y a écrit interdire l'avortement même en cas de viol, ou le rentrer dans la Constitution. Ils sont en train d'illustrer les propos par une émission où ils ont eu un débat sur le fait qu'il fallait interdire l'avortement même en cas de... Non mais... Mais qu'est-ce que c'est? Parce que là, du coup, s'il rapproche le discours d'Amélie Menu à un discours anti-avortement, je risque d'être... Enfin, si en tout cas Amélie Menu, elle, devient anti-avortement, je risque d'être beaucoup plus critique, là, par rapport à ses propos. Vraiment plus critique, attention quand même à ce qu'on dit. Miss PDD, tu nous dis la prise de conscience de la domination masculine et des comportements systémiques ne peut pas se comparer à la déconstruction selon vous? Si, peut-être. Il faut peut-être que j'y réfléchisse. Non, mais c'est bien ce que j'avais précisé au départ. Il va falloir que j'y réfléchisse. Il y a peut-être une déconstruction à faire aussi. Mais il me semble que si une injonction devait être faite, elle serait plutôt aux hommes, quoi. Surtout les hommes qui posent problème dans la société, c'est surtout à nous. Mais si, effectivement, il doit y avoir un rapport avec la déconstruction. Effectivement, j'ai peut-être parlé un petit peu vite. Merci pour la remarque. Et Astaya dit, elle est très catégorique. En tout cas, elle décrit son ressenti. Et son ressenti a l'air d'être assez puissant. On est à 20 minutes de vidéo, on a analysé 2 minutes du début de l'interview. Je vais peut-être la laisser un peu plus parler. Pour reprendre Simone Veil. Ce que je trouve très intéressant dans ce que tu racontes, c'est que ta vision du féminisme, ta conception du féminisme est vraiment liée à une trajectoire personnelle. Toi, en tant que femme, moi je suis un homme. Comme je le dis souvent, je suis né homme, donc je suis privilégié de fait. Après, j'ai connu des trucs pas très simples. Je pense aussi que le patriarcat profite pas forcément à tous les hommes, si on ne correspond pas forcément à la conception de la virilité et de la masculinité. Oui, c'est un des arguments qu'on peut donner aux hommes. Effectivement, le patriarcat, il profite pas à tous les hommes.
Alors, il profitera toujours à un homme qui n'en profite pas énormément par rapport à une femme, toujours. Mais effectivement, il y a des choses qui causent du tort aux hommes dans le patriarcat, bien évidemment. Les premières victimes, par exemple, de violences physiques, d'agressions, sont les hommes. Tous les comportements violents qu'on peut retrouver de la part des hommes, ils impactent à la fois les femmes et les hommes dans la société. Donc bon, là-dessus, je suis assez d'accord. Après, moi, il me semble que même un homme qui ne correspond absolument pas au précepte de la virilité et qui, du coup, subirait en partie le patriarcat, reste de toute façon dans une position privilégiée à celle de n'importe quelle femme. Ça, c'est mon opinion. Tel qu'on nous l'enseigne depuis qu'on est tout petit, mais je ne suis pas une femme et c'est vrai que je n'ai pas, voilà, j'ai pas peur quand je sors du métro, je sors pas mes clés pour arriver plus vite chez moi, j'ai jamais connu ça. Donc en fait, je pense que contrairement à toi, ma vision du féminisme, elle est vraiment collective, ça vient pas en fait d'une trajectoire individuelle, même si je pense que mon enfance, mon adolescence et puis surtout ma vie professionnelle, parce que j'ai travaillé après au ministère des droits des femmes, j'ai cofondé la Fondation des femmes, donc je me suis vraiment impliqué sur le sujet, mais je n'ai pas vécu finalement le sexisme dans ma chair, je n'ai évidemment pas vécu d'avortement, ce qui est, j'imagine, une expérience très compliquée, mais ce que j'ai... Alors, je trouve ça vachement bien son discours. Je connaissais pas ce monsieur du tout, hein, donc j'irai peut-être lire ce qu'il a écrit. Attention quand même, les propos disant l'avortement c'est toujours compliqué ou c'est toujours traumatique, c'est des arguments beaucoup utilisés par les anti-IVG. Je pense qu'il y a autant de façons de vivre un avortement que de femmes qui ont avorté. Je pense qu'il faut jamais minimiser l'impact potentiel que peut avoir un avortement, mais peut-être faire peut-être un tout petit peu attention à ce type d'éléments de langage. Un peu de mal finalement à comprendre dans ce que tu dis, c'est que c'est peut-être ton rapport au féminisme qui a évolué, ta conception du féminisme qui a évolué. Mais si on revient à la question qu'on nous a posée sur le féminisme, pourquoi on est féministe, etc., pour moi, c'est vraiment un projet de société. En fait, ça sort de nos individualités. Et c'est en ça que je trouve que le féminisme, c'est quelque chose de très positif, de très heureux, parce que ça va nous amener nécessairement vers quelque chose de plus équilibré, de plus apaisé, de plus comment dire... de plus égal, quoi. Et je pense que mettre de l'égalité entre les individus, surtout en ce moment, ça peut être que positif. Donc, Mais c'est exactement ça. Je trouve ça très bien, ce qu'il vient de dire. Vraiment très bien. Vachement intéressant, ce monsieur. Faut que je le contacte. Hein. Vous le connaissiez, Maxime Roudinesky? C'est quelqu'un que vous connaissiez? Salut, Ispa. Ispa, j'analyse la vidéo que vous m'aviez demandé là en live un peu collectivement sur le débat au crayon avec Amélie Menu. Ce que je te disais. En fait, moi, on m'a vendu. En fait, moi, on m'a vendu l'apaisement, la tranquillité, etc. Et je me rends compte que ça fait exactement l'inverse que ce que ça promet. Donc, alors ça, c'est je ne intéressant suis pas parce que féministe. dans mon livre, ce que j'explique, c'est qu'il y a une question, parce que le livre prend une forme de question-réponse finalement qu'on nous pose le plus souvent. Et il y a souvent cette question qui revient, mais les féministes veulent la guerre des sexes, les féministes veulent écraser les hommes. Et pour avoir fait beaucoup de manifestations féministes, et avoir fait aussi d'autres manifestations pas féministes dans ma vie, j'ai jamais eu peur à une manifestation féministe. C'est très... Ah, vachement intéressant. Donc là, en fait, il donne un vécu d'homme. Il répond à l'argument du vécu d'Amélie Menu. Amélie Menu, donc, elle a tout à fait le droit de vivre ce qu'elle a vécu, bien sûr. Elle a tout à fait le droit de ressentir ce qu'elle a ressenti par rapport au féminisme. Et donc, en fait, là, d'un point de vue de la maïeutique, c'est vachement intéressant. Maxime Roudinesky parle de son vécu en tant qu'homme. Et il dit, bah voilà, vous dites que dans le féminisme, il y a une sorte de guerre des sexes, qu'il y a une volonté de prendre le pouvoir sur les hommes. Eh bien, moi, en tant qu'homme, en tant qu'homme et en tant que corps masculin, quand je suis allé manifester, je ne me suis jamais senti en danger dans des manifestations féministes avec des femmes. Très intéressant la façon dont il lui répond, où il se place du coup, il comprend qu'en fait Amélie Menu, elle a un ressenti à l'égard du féminisme qui est un ressenti personnel, qui est un ressenti corporel, qui lui a fait du mal vraisemblablement, et il répond sur le même type de dialectique. C'est très intelligent comme rhétorique, je trouve. Très pacifiste, il n'y a jamais de débordement, il n'y a jamais de Ah oui, violence. mais c'est parce que On décrit un peu les militantes comme si elles voulaient... Non, mais attendez, moi j'ai connu beaucoup de féministes dans ma vie, elles sont pas toutes hystériques, mal baisées, tout ce qu'on veut, etc. Non, mais aucune n'est hystérique et aucune n'est devenue féministe parce qu'elle est mal baisée, Amélie Menu. Aucune. Ah, et moi je l'étais pas spécifiquement. Et puis si quelqu'un est mal baisé, bah, si on met la phrase sous la forme active, ça veut dire qu'un homme la baise mal, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une sorte de retournement sexiste. Bon voilà, peut-être un élément de langage qui lui a échappé, c'est possible. Moi non plus, j'étais pas agressive dans ma manière, je sais très bien que je suis pas dans la caricature du féminisme. Là, je parle de l'idée. Mais qu'est-ce que c'est la caricature du féminisme? C'est intéressant. Qu'est-ce qu'elle entend par caricature du féminisme? La caricature faite par les hommes. La caricature justement faite par les hommes quand les hommes disent c'est des hystériques. Et c'est là qu'il y a un commentaire qu'on m'a laissé au début du chat, je ne sais plus qui me l'a laissé, je vais allez voir, Iman présidente, qui dit c'est une définition masculiniste du féminisme. C'est assez juste, hein. Assez juste. Idéologie féministe, qui en réalité est une utopie qui ne peut pas exister pour plusieurs raisons. Mais alors lesquelles? Parce que c'est intéressant, on est au fond du sujet. On a plongé direct. Ouais. Je voulais attendre un petit peu, mais ok. Pour plusieurs raisons. Déjà,
je pense que le féminisme se base déjà sur des bases, on va dire un modèle trop simplifié de la réalité. Le côté un petit peu tout est culturel, par exemple, va forcément créer des modèles. J'entends modèle dans le sens modèle mathématique, modèle scientifique, dans lequel on recrée un micro-monde. Et en fait, on met des hypothèses dans cette espèce de monde qu'on a recréé et on se dit, OK, les conséquences vont être ça. Sauf que quand on fait un modèle trop simplifié, en fait, on se dit, ah tiens, on va faire une hypothèse, ça va donner ça. Sauf que c'est comme il n'y a pas assez d'informations qui ont été rentrées dans le modèle à la base, et ben en fait, on se retrouve avec pas du tout le même résultat dans la vraie vie. Et moi, ce que je reproche, on va dire, à l'idéologie féministe, c'est déjà de croire à une utopie, qu'une utopie est possible dans ce monde. Mais laquelle ? Celle de l'égalité entre les femmes et les hommes ? Ouais. Pour moi, il y a une grosse partie biologique qui est totalement évincée aujourd'hui, notamment. Ah, d'accord. J'ai eu beaucoup de mal à savoir où est-ce qu'elle voulait en venir, puisqu'elle donne pas d'exemple. Elle a un ressentiment fort. N'arrive pas, tu dis, elle est pas très claire. Non, j'ai senti la même chose. J'ai senti effectivement un manque de clarté. J'ai eu du mal à savoir où elle voulait en venir, effectivement. Et elle aboutit aux différences biologiques. Bon, très intéressant. Je pense que quand elle dit les féministes produisent un modèle beaucoup trop simplifié, elle parle du patriarcat. Patriarcat comme seule cause de problème dans la société, évidemment, serait une vision simplifiée. Mais par contre, comme cause majeure de l'explication de la domination masculine, le patriarcat est quand même, jusqu'à preuve du contraire, à moins que je me trompe, la meilleure explication possible. Non pas la seule explication de l'état du monde, on peut pas dire que le patriarcat est responsable de la totalité de ce qui ne va pas dans le monde, parce que les militants écologistes pourraient dire c'est le capitalisme qui est la cause. Mais quand on prend le point de vue des inégalités entre les femmes et les hommes, de la domination masculine, de la violence des hommes sur les femmes, salut Blood Angel, il me semble que le patriarcat est la meilleure réponse, que la domination masculine est la meilleure réponse à ça. Ensuite, quand elle dit, oui, mais du coup, on ne peut pas arriver à une stricte égalité parce que biologiquement, on n'est pas pareil. Mais bien sûr, il n'est pas question d'affirmer, bêtement, qu'un corps de femme est le même qu'un corps d'homme. Et de la même façon, quand on dit corps de femme, ça n'a pas beaucoup de sens, parce qu'il y a autant de corps de femmes que de femmes, il y a autant de corps d'hommes que d'hommes. Il n'est pas question de nier des différences. Moi, je mesure 1m84. Salut, Mino Top en rage. Je mesure 1m84. Je pèse actuellement 88 kg. Vous me prenez moi par rapport à un homme qui mesure 1m55 et qui pèse 40 kg, on n'a pas la même constitution physique. Donc on va pas être capable de produire les mêmes efforts, on va pas être capable de soulever la même masse musculaire si jamais on était en compétition, je sais pas, en haltérophilie par exemple, évidemment. Évidemment qu'il y a des différences entre les corps. Ce que dit le féminisme, ce que j'ai compris de ce que disait le féminisme, c'est que cette différence entre la constitution des corps ne peut pas justifier la mise à l'écart des femmes d'une partie de la société. Dire les hommes sont en moyenne 12 cm plus grands que les femmes est une réalité. Dire les hommes ont en moyenne 15% de masse musculaire de plus que les femmes, vraiment en masse, en grammes, est une réalité. Conclure de ça, donc on va empêcher les femmes d'aller travailler sur des chantiers parce que c'est quand même un métier d'homme, là c'est du sexisme. Et là on arrive dans la domination masculine. Et là on arrive dans la domination masculine qui utilise du coup un argument biologique à des fins sociétales, en disant « mais ouais, mais donc, nous on est quand même plus costauds les hommes, donc on va faire des métiers plus risqués, donc c'est normal qu'on gagne plus d'argent. » Et c'est comme ça en fait qu'on aboutit à la domination masculine. Donc l'idée, en tout cas moi je ne l'ai jamais lu, n'est pas de dire il faut gommer les différences biologiques entre les femmes et les hommes, il faut prétendre qu'on est tous les mêmes physiquement. En revanche, dire, étant donné qu'on n'est pas les mêmes physiquement, on n'est pas censé avoir accès aux mêmes droits, aux mêmes revenus, aux mêmes salaires, donc comme les hommes sont un peu plus forts, c'est normal qu'ils soient violents, c'est normal qu'ils soient violeurs, etc. Là, il y a un problème. Il y a un truc que moi je ne suis absolument pas, sur lequel je suis en désaccord profond avec elle. Et Blood Angel dit, l'évolution de la société a réduit l'impact de la biologie sur nos existences. Je veux bien un ou deux exemples pour que je sois sûr de bien comprendre ce que tu veux dire. Si tu as un ou deux exemples à me donner, Blood Angel. Par la sociologie, on va dire la partie féministe, ou en tout cas la partie déconstructiviste, la partie tout ça de la sociologie, celle qui croit au genre, etc. Vous pensez que, mais non, en fait, on est pacifiste, on veut pas la guerre des sexes. Mais en réalité, comment dire, en créant, en promouvant, je sais pas si ça se dit en promouvant l'idéologie féministe, en fait, ce que ça fait, dans les conséquences, c'est que ça crée du ressentiment chez les garçons et chez les filles. J'ai connu beaucoup d'amis féministes qui étaient devenus complètement misandres et c'était totalement gratuit et totalement OK de cracher sur les garçons. Et en plus, on va pas se mentir, les femmes sont quand même, peuvent être extrêmement cruelles. Bon, ok, il y a plein de choses. Les femmes peuvent être extrêmement cruelles, je trouve que c'est un peu sexiste aussi, mais elle parle de la misandrie. Alors effectivement,
si le féminisme aboutit au fait qu'on crée une détestation entre les femmes et les hommes, ça n'a pas de sens. Elle parle de son expérience, et je peux pas la nier, son expérience. Si elle dit « j'ai été entourée de femmes qui devenaient naturellement misandres, ou qui se construisaient comme misandres », bon, il n'y a aucune raison de douter de son vécu, quoi, c'est probablement vrai. Il se trouve que ça correspond pas du tout à ma réalité, ça correspond pas aux personnes que je côtoie, ça correspond pas aux lectures que j'en ai, loin de là, évidemment loin de là, et je trouve que ça correspond à une vision très masculine de ce qu'est le féminisme, à savoir devenu de la misandrie. La misandrie telle qu'elle est comprise par les universitaires, c'est ce qu'ils appellent eux une virophobie, c'est-à-dire non pas une détestation des hommes, la misandrie n'est pas censée être une détestation des hommes, mais une détestation des préceptes sexistes de la virilité. Maintenant, voilà, elle décrit quand même quelque chose où on le voit, son témoignage, il faut en tenir compte, quoi. Où on voit qu'en fait, elle a suivi un chemin de militantisme dans lequel, en fait, contrairement à Maxime Roudinesvski, qui lui n'est pas dans la même position. Quand on est un homme, le féminisme, c'est pas une question de vie ou de mort. On est quand même bien placé. Parce que nous, on fait nos petites vidéos gentilles sur le fou allié, on est bien content, on gagne des cookies auprès des féministes, sauf que derrière, quand on est un ordinateur, nous, on subit pas l'oppression patriarcale. On la subit très peu, quoi. Et donc, c'est quand même intéressant de se dire, quand vous avez des femmes qui se disent « en fait, on en a marre de l'oppression patriarcale » et qui tombent dans ce qu'Amélie Menu décrit comme une dérive, à savoir une détestation massive des hommes, du chagrin que ça peut leur provoquer. Et ça, faut l'entendre. Et ça, faut l'entendre, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il faut continuer à parler de façon extrêmement empathique de la question de la misandrie, de la question de l'égalité. Et encore une fois, pour moi, ce que dit Amélie Menu, c'est la démonstration même que nous, les hommes, il faut qu'on bosse, quoi. Il faut qu'on bosse parce que c'est de notre faute, ce qu'on est en train de voir. C'est de notre faute qu'on voit une femme qui se lance dans le féminisme de la façon dont elle se lance à l'intérieur et qui devient malheureuse. C'est notre faute. Donc bon, voilà, moi ça me fait mal au cœur qu'elle soit malheureuse comme ça. Ouh, j'ai raté un grand message. Salut Lady Natmit. Tu dis « Je trouve que son vécu est intéressant », c'est vrai. Il met en lumière le tabou qu'il y a autour des questions des grossesses interrompues, des grossesses poursuivies d'accouchement. Oui, je suis entièrement d'accord. Peut-être qu'elle a raison, qu'on a tendance à considérer aujourd'hui l'avortement comme un truc complètement banal, alors que y a une multiplicité des vécus par rapport à l'avortement. Ça peut être très difficile pour quelqu'un, ça peut être facile pour une autre, et peut-être effectivement que là je te rejoins. Là où je trouve qu'elle fait un contresens, c'est qu'elle met sur le dos du féministe un manque d'information qui, souvent, vient de l'équipe soignante. Je suis entièrement d'accord, et d'ailleurs, en médecine, c'est toujours majoritairement des enseignants hommes qui enseignent la médecine, alors qu'on sait qu'il y a quasiment que des femmes. On sait à quel point on a enseigné le corps humain basé sur l'homme et non pas basé sur les femmes, donc ça pourrait venir de là aussi. Il y a toujours beaucoup de tabous autour de l'avortement et de ses conséquences, par exemple. Ok, je suis assez d'accord avec ce que tu décris. On est en retard sur le psychotraumatisme en France, ça c'est une évidence, quand on voit à quel point c'est difficile pour Muriel Salmona de faire accepter ses travaux, je suis entièrement d'accord. Et Blood Angel, tu me donnais un exemple de ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais, de moins en moins de boulots sont physiques. Oui, c'est vrai, on se tertiarise, effectivement. La part du tertiaire a augmenté, limitant le nombre de métiers. D'accord, je comprends, effectivement. Comme les métiers sont plus tertiaires, les métiers sont peut-être moins genrés qu'avant. Ok. Sozilo. Ils ne sont pas au même niveau de langage selon moi, il est au niveau théorique, elle est au niveau individuel. Oui, c'est très juste, elle est au niveau individuel. Alors, et c'est peut-être pour ça que le débat n'en est pas vraiment un pour l'instant. Mais du coup, j'apprécie qu'il se soit mis au niveau individuel aussi. Quand il a dit « moi, en tant qu'homme, en tant que corps masculin, quand je vais militer avec des femmes, je ne sens pas la violence des femmes », c'est assez intéressant. Comme tout mouvement, il peut y avoir des dérives, ce n'est pas à évincer, c'est vrai, il faut qu'on puisse en parler. Et je reviens aux raisons personnelles de rentrer dans le militantisme, ok. Miss PD, tu es pas d'accord avec moi, je pense, ou avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas, je vais lire le message. Il existe des moyens de portage plus couramment retrouvés dans certains métiers, c'est une question de moyens que certaines entreprises ne réalisent pas, on oublie l'effort pour tirer un chariot avec Blood, d'accord, ça marche. Je vous laisse en discuter du coup. Et j'ai vu cette cruauté en fait, j'ai vu cette cruauté féminine envers des garçons qui au final n'avaient pas fait grand chose, je veux dire ils sont pas responsables la plupart des gars ne violent pas, n'agressent pas dans la rue. C'est quand même, on va dire, une minorité d'hommes qui font ça. C'est vrai, Dieu merci, c'est une minorité d'hommes qui fait ça. Ce qui n'empêche que le viol est un fait social. Ce qui n'empêche que quand il y a une personne qui va dénoncer un agresseur sexuel, majoritairement, il va être défendu. Ce qui n'empêche que c'est difficile de faire condamner un violeur. Ce qui n'empêche qu'un homme qui menace de mort une femme, on a du mal à le mettre en détention provisoire en attendant, etc. Et donc effectivement, l'idée n'est pas de dire tous les hommes sont des violeurs, évidemment. L'idée n'est pas de dire ça. L'idée, il est déjà de dire, en fait, le portrait type du violeur, il n'existe pas, il n'y a pas de portrait type. N'importe qui peut se rendre coupable d'un viol chez les hommes. On l'a vu, et ça a été une leçon pour moi, à titre personnel, incroyable, avec Léo Grasset, où moi je suis tombé de haut, où je me suis dit, mais quand même pas lui. Et juste après m'être dit, quand même pas lui, j'ai pris un peu de recul et je me suis dit, ah mais en fait c'est moi qui n'ai pas compris. C'est moi qui n'ai pas compris la problématique du viol. Pourquoi pas lui ?
parce qu'il a une bonne gueule, parce qu'il est blanc, parce qu'il a l'air bourgeois. Parce que si c'est ça inconsciemment qui s'est passé dans ma tête, c'est du classisme, c'est du racisme, c'est tout ce que vous voulez, quoi. C'est une incompréhension de la problématique du viol. Donc l'idée n'est pas de dire tous les hommes sont des violeurs. L'idée est de dire, je suis un homme. J'étais sur les sites de rencontres il n'y a pas très longtemps. Je viens de rencontrer quelqu'un, elle est formidable d'ailleurs. Coucou Delphine. Elle me propose qu'on se voit à côté de chez elle, et à la fin du dîner, qu'on aille boire un verre chez elle. Ben, j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que, en tant qu'homme, en tant que vécu homme, en tant que corps masculin dans cette société-là, je n'ai pas peur des femmes. Parce que je n'ai pas de raison d'avoir peur des femmes. Ça aurait été l'inverse, j'aurais rencontré une personne et je lui aurais dit « Ah bah tiens, on va prendre un verre en bas de chez moi et ensuite on va monter chez moi », probablement qu'elle m'aurait dit non. Parce que il faut se méfier. Parce que malheureusement, enfin c'est pas qu'il faut se méfier, parce que malheureusement, on sait qu'il existe des histoires comme ça, et on sait que la méfiance à l'encontre des hommes, c'est quasiment un processus de survie, de protection. Donc l'idée n'est pas de dire tous les hommes sont des violeurs. L'idée est de dire sans un changement profond, majeur, des comportements masculins, en général, des comportements de tous les hommes dans la société, on ne pourra pas ne pas être perçu comme des potentiels agresseurs. Enfin, elle est là l'idée. Et du coup, peut-être que dans le milieu dans lequel elle a été, à Amélie Menu, c'est tout à fait possible. Il y avait des phrases du type « tous les hommes sont des violeurs ». C'est possible, et on va pas leur en vouloir de dire des choses comme ça. Et peut-être que du coup, ça a créé chez elle une détestation des hommes pendant un temps. Mais moi, c'est pas du tout ça que j'en ai compris, hein, du féminisme, et de la nécessité pour les hommes, en tous les cas, de travailler sur leurs biais, sur leur violence, etc. Donc, si vous voulez, si tu veux, il y a une... On va dire que les féministes tapent sur une minorité d'hommes. Donc je suis totalement d'accord avec ça. Oui, il y a des violeurs, oui, il y a des gens qui abusent. Mais en fait, on fait all men are trash, quoi. Il y a un côté vraiment comme ça. Je me méfie du on, parce que moi, par exemple, je considère pas ça. Je considère pas que tous les hommes sont des violeurs en puissance. En revanche, ce que je sais, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est que plus de 90% des violences dans ce pays et dans pas mal de pays sont le fait d'hommes et pas de femmes. Mais des violences physiques. C'est une donnée intéressante, des violences physiques, mais aussi des atteintes au bien. Mais ce que je voulais Oui, des violences sexuelles également. dire, c'est que ce qui est très intéressant, c'est que tu parlais de biologie tout à l'heure. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, biologiquement, il n'y a rien de naturel à ce que les femmes fassent encore 70 à 80% des tâches ménagères, qu'elles gagnent en gros 20% de moins que les hommes, 10% à poste égal, qu'elles ne dirigent pas les pays. Donc en fait, pour moi, tout ça n'est absolument pas biologique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ADN pour changer les couches, par exemple. Je pense que les hommes sont tout à fait capables de le faire aussi. Et en ça, j'ai envie de dire, malheureusement, la société patriarcale dans laquelle on vit reproduit des inégalités depuis maintenant très longtemps qui sont contraires à la nature, puisque ces inégalités-là, elles sont créées, comme tu le disais, culturellement, de manière très artificielle. On a décidé, il y a maintenant fort longtemps, que la place des femmes était plutôt à la maison, même si elle travaille de plus en plus. Je suis pas d'accord. Pourtant, ce sont les faits. On peut débattre sur beaucoup de choses. Mais sur les faits, c'est... Pour moi, il y a quand même une racine. Alors déjà, égalité salariale, si vous voulez, on en discute. Moi, je pense que ça existe, mais dans un pourcentage bien plus minime que ce que... Il y a effectivement une différence. Ouais. Mais en réalité... c'est surtout dû au caractère, c'est surtout dû au fait que les femmes en fait ne veulent pas. Alors l'inégalité salariale due au caractère, c'est une grande thèse masculiniste qui est très en vogue sur internet. La réalité c'est qu'actuellement on était passé à 19% de différence dans les salaires moyens, pas à poste égal, un moyen en France avant le confinement, on est revenu à 22%, ça s'est creusé après le confinement, il y a toujours 22% de différence d'écart entre le revenu moyen d'une femme et le revenu moyen d'un homme. Plein de choses qui peuvent potentiellement biaiser ce chiffre-là, en particulier le fait que les milliardaires soient majoritairement des hommes, parce que l'héritage se transmet d'homme en homme, et qu'évidemment, quand vous avez des milliardaires qui sont des hommes, ça augmente évidemment les inégalités. Et à poste égal, en fonction des ressources qu'on peut lire, l'inégalité salariale à poste égal, à compétence égale, la plus faible que j'ai pu trouver, je vous avais présenté ces chiffres-là, c'est 2,1%, et la plus importante serait 7,8%. De toute façon, que ce soit 2,1% et 7,8%, c'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait une différence, une inégalité salariale, même si, comme dit Amélie Menu, certains chiffres disent qu'elle est faible. C'est pas normal, non seulement parce qu'il n'y a aucune raison de moins payer des femmes, pour X ou Y raison, parce que ça n'est pas leur caractère, et deuxièmement, parce que la vie coûte plus cher pour une femme. On l'avait vu, ça a été mesuré, on considère qu'une femme est obligée à des dépenses obligatoires annuelles en moyenne de 1 800 € supérieurs à ceux des hommes, en moyenne. Ça va couvrir la taxe euro, ça va couvrir les rendez-vous gynécologiques obligatoires, etc. C'était une étude qui avait calculé tout le long d'une vie, ils avaient calculé ça de 18 à 80 ans, les dépenses obligatoires pour la santé des hommes et pour les femmes. Donc chez les hommes, ça incluait les dépistages de la prostate, ça incluait tout ce qui vont avoir en rapport avec la prostate, les organes génitaux externes, et chez les femmes, ça concernait tout ce qui va concerner les soins gynécologiques, la taxe rose, etc. Là, on n'est même pas en train de parler, on parle des dépenses obligatoires, on n'est même pas en train de parler du fait que les femmes dépensent plus d'argent pour leurs enfants, qu'elles reçoivent moins en héritage, on parle juste des dépenses strictes. Et donc, dans un système réellement égalitaire, 1
1800 € de différence de coût annuel par an, ça fait quand même 150 € par mois. Les femmes devraient être payées en moyenne 150 € de plus par mois que les hommes. Et avec les dépenses obligatoires annuelles, là, on serait à une égalité. Donc il faudrait une inégalité dans l'autre sens, si on parlait réellement d'égalitarisme, là, dans ce cas-là. Donc non, c'est pas une question de caractère, c'est un peu culpabilisant de dire ça. Culture de légitimité, oui, très bien, Laure. Alors, moins de négociation salariale. Alors, le livre n'est pas encore sorti, mais je vous recommande Les Légitimes de Marine Bruno, qu'elle m'a envoyé très gentiment pour une lecture préalable, avant qu'elle le publie. Voilà, qui parle du syndrome de l'impostrice. Je fais un petit zoom là. Voilà. Qui parle justement de la culture de l'illégitimité. C'est très bien. C'est une sorte d'essai, c'est une étude, c'est super bien. Il sort demain. Voilà, je la reçois pour qu'elle me parle de cet ouvrage en interview dans pas très longtemps. Moi, par exemple, là on va englober tout, les inégalités salariales. Oui, Michael Dédé, en fait, finalement, tu approfondis les propos de Laure en disant ça pour qu'effectivement, bah oui, peut-être que la culture de la légitimité des hommes et de l'illégitimité des femmes fait que les négociations sont pas tout à fait les mêmes, effectivement. Le fait qu'il y ait peu de femmes à la tête des comment on appelle ça, Des entreprises. Des entreprises, voilà. Qu'il y ait peu de femmes à la tête des entreprises. De Tétin. En fait, c'est pas qu'on ne peut pas, parce qu'il y en a. Il y a des femmes qui sont à la tête de certaines industries, mais simplement, peut-être que vous n'avez pas imaginé l'idée que c'est parce qu'on ne voulait pas. Alors, oui et non. Bien sûr qu'on peut ne pas vouloir diriger une entreprise. À titre personnel, je ne souhaite absolument pas diriger une entreprise. J'ai déjà dans l'école où je travaille un poste à responsabilité, puisque dans la hiérarchie, je suis le 2e de l'établissement. Je déteste ça. Je déteste rentrer dans un rapport de hiérarchie avec les employés, je déteste ça. Bien sûr que ça peut exister. 5%, c'est quand même pas personnel, quoi. S'il y a que 5% des femmes qui dirigent des entreprises, c'est quand même systémique, quoi. C'est quand même pas personnel. Et l'autre chose qu'elle dit qui est assez intéressant, juste là. Il y en a qui, il y a des femmes qui femmes qui réussissent. sont à la tête de certaines Voilà. industries. C'est la négation. Attention à ne pas faire de négation des déterminismes sociaux. Parce que ces discours-là, on les connaît. On les connaît, c'est Manuel Valls qui venait sur France 2 en disant dans les cités, je connais quelqu'un qui est devenu avocat, c'est bien la preuve qu'ils peuvent tous devenir avocats. En fait, la question n'est pas est-ce qu'il existe des contre-exemples, il existera toujours des contre-exemples. La question, c'est de se dire, est-ce qu'on part du même point de départ quand on est un homme et qu'on est une femme? Est-ce que si un homme dit un jour, je veux diriger une entreprise, est-ce que ça va être aussi difficile pour lui que ça l'est pour une femme? Et on sait que c'est pas le cas. On sait que ce sera plus difficile. On n'est pas du tout en train de dire que, comme elle le dit, Amélie Menu, il y a des femmes qui n'ont pas envie de diriger des entreprises. Mais bien sûr, mais évidemment, il y a des hommes qui n'en ont pas envie non plus. La question, c'est de se dire, est-ce que c'est aussi simple? Et si on réalise que c'est pas aussi simple, ça montre bien qu'on est dans une société inégalitaire entre les femmes et les hommes. Et que c'est anormal. Et en fait, elle est juste là, la question. L'une des raisons pour lesquelles c'est pas si simple, vous le connaissez évidemment, c'est que donc, dans les catégories de la population discriminées à l'embauche, on sait que les 2 catégories en France les plus discriminées, pareil, j'en avais parlé dans un live, c'est la population française ou d'origine étrangère qui ont des noms à consonance musulmane, ils avaient dit, ou arabe, je sais plus comment ils l'avaient dit, et les femmes de moins de 35 ans. C'est les 2 populations les plus discriminées à l'embauche. Et les femmes de moins de 35 ans, on sait pourquoi, c'est par rapport à la maternité, bien sûr, ça fait partie des raisons des discriminations à l'embauche. Les femmes sont extrêmement discriminées à l'embauche. Salut Corrigan, écoute, avec plaisir. Laure, si tu retrouves la référence, n'hésite pas à me l'envoyer, que je lise ça aussi. Mais simplement, en fait, la plupart des femmes que je connaisse n'ont pas vraiment d'ambition, et la plupart des femmes que je connaisse, naturellement, n'aiment pas le conflit. Moi, la plupart des personnes que je connaisse n'ont pas spécialement d'ambition de diriger. Pas hommes-femmes confondus. Les gens autour de moi n'ont pas spécialement d'ambition de diriger. En fait, ça a été... en psychologie, il y a ce qu'on appelle le Big Five, le système Océan, qui, en gros, est une des manières les plus scientifiquement correctes pour analyser les caractères, on va dire les types de caractères qui existent. Oui, on en a parlé la semaine dernière en plus, mon associé. Voilà. Donc, oui, je donc vois voilà, très vous bien voyez. Ok, et en fait, de manière générale, les femmes, les filles, scorent plus haut, on va dire, dans l'agreeableness, donc c'est-à-dire dans la politesse, la gentillesse. Super qualité pour être chef d'entreprise. Ben oui et non, parce qu'en fait...
Intéressant ce qu'elle dit, parce qu'elle dit, bah voilà, on a fait des tests psychologiques, moi je ne connais pas le Big Five, hein, je me renseignerai pour lire un petit peu de quoi il s'agit. Et les femmes, elles répondent à des qualités qui a priori sont pas les qualités qu'on attend d'un chef d'entreprise. Mais ça encore, pour moi, c'est de l'eau au moulin du féminisme. Ça encore, il n'y a rien dans les gènes qui font que... Il n'y a pas un gène qui fait que quand vous travaillez, vous êtes agréable. Il n'y a pas un gène qui fait que quand vous travaillez, vous êtes détestable. C'est du déterminisme social, c'est des comportements sociaux qui sont encouragés. C'est de la virilité versus de la féminité. Donc pour moi, ça, c'est encore une fois réellement... salut, zéro cool. C'est réellement de l'eau au moulin du féminisme, encore une fois. C'est pas naturel pour les femmes d'être plus gentilles que les hommes, il n'y a pas un gène de la gentillesse. C'est la construction sociale. Peut-être à un certain niveau, en fait, dans la hiérarchie masculine, ça devient, en fait, plus on monte et plus la pression, l'étau, etc. Enfin, l'étau se resserre. Il faut être extrêmement strict sur certaines choses. Là-dessus, je pense qu'on va être d'accord. Je pense que, enfin, pas complètement. Hein, je suis pas en train de dire que je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la tête des entreprises aujourd'hui, la façon la façon d'être chef donne aux chefs des qualités. Plutôt, on valorise les qualités dites masculines, c'est-à-dire la force, l'autorité, le fait de trancher très vite, voilà, d'être moins dans l'empathie, qui sont des qualités qui sont, et là je mets des gros guillemets, plutôt réputées comme féminines. Et du coup, cette reproduction finalement de clichés, de poncifs, va mettre à la tête des entreprises et des États des personnes qui ont plutôt ces qualités-là. Et la meilleure preuve, c'est qu'il y a une majorité à chaque fois de gens, y compris des femmes, qui votent pour les hommes. Donc en ça, effectivement, ces qualités sont valorisées. Ces qualités, sont valorisées. Donc moi, finalement, ce qui m'intéresse plus, c'est faire un pas de côté et se demander si cette incarnation du pouvoir, de la force, elle est forcément positive. Là, par exemple, au moment où on parle, peut-être qu'on regardera cette vidéo. Et du coup, ça rejoint exactement ce que Lady Natmith nous dit dans le chat, à savoir qu'il y a de plus en plus d'entreprises, effectivement, qui s'éloignent de cette suite de management très dur, très strict, avec ce qu'ils appellent le happiness management, un truc comme ça, où on recherche des personnes qui gèrent des équipes correctement, parce qu'on sait qu'une équipe qui est heureuse de venir travailler est une équipe qui travaille mieux. Je suis assez d'accord. Hein. Dans plusieurs années, mais au moment où on parle, on est dans un tournant majeur, dans un conflit qui est totalement orchestré par un homme, par un chef d'État, qui nous explique que la virilité est en train de s'effondrer et qu'elle n'existe plus dans l'Occident. Et on voit jusqu'où finalement la vision de la force peut aller, c'est-à-dire là on est peut-être en train de dire un nouveau conflit mondial. Donc finalement, voilà, cette question de la force... Mais attendez, vous croyez que les femmes ne sont pas capables... Vous croyez que les femmes ne sont pas capables d'être des... Parce qu'en fait, là, depuis le début, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas que les femmes peuvent être... Parce qu'on parlait de la violence physique, je vous ai dit, oui, 88% des hommes sont responsables de la violence sur hommes et femmes. Ça, ouais. Bref, peu importe. Si vous voulez, moi je suis d'accord avec ça. Mais en fait, à aucun moment, dans ce truc-là, on parle de la violence psychologique, qui est l'apanage des femmes, la manipulation. Aïe 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 aïe, oulala, 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 oulala. Alors, premièrement, là, il part sur un terrain qui est compliqué, qui est assez compliqué, puisqu'il dit quelque chose qu'on peut pas... Ah, super, merci beaucoup, Laure. Oui, non, mais là, on a un discours masculiniste, là, ouais, effectivement, qu'il faut juste détricoter, c'est pas très difficile à détricoter. Salut, camarade. Lui, il dit, actuellement, on est dans une société dans laquelle des hommes sont en train de nous entraîner vers une guerre mondiale. Il fait référence à Poutine, il fait référence à tous ces gens-là. Et elle répond, mais vous pensez pas que les femmes sont capables de ça aussi? Et là, du coup, en fait, on peut pas lui donner tort, on ne sait pas. On n'a pas un monde parallèle dirigé par des femmes dans lequel on verrait s'il y a plus ou moins de guerre. On peut pas savoir. Et donc c'est un argument masculiniste qui pour moi est un argument qui se tient pas vraiment. C'est l'argument de oui mais si des femmes, on a des exemples de femmes qui ont fait la guerre dans l'histoire. Oui, non, mais évidemment qu'on a des exemples de femmes qui font la guerre dans l'histoire. Maintenant, si Amélie Menu dit les femmes elles sont réputées pour être plus gentilles, je ne vois pas au nom de quoi si elles étaient à la tête des États, du coup il y aurait pas moins de guerre. Je vois pas au nom de quoi. C'est-à-dire que si elle essentialise un peu les femmes à la qualité de la gentillesse qu'elle semble faire. Je vois pas pourquoi derrière elle dit oui mais les femmes aussi nous on est capable de. Et puis ensuite il y a la question de la violence psychologique. Alors la violence psychologique c'est dur à étudier parce que en fait pour pouvoir étudier un phénomène il faut pouvoir le définir. Qu'est-ce que c'est une violence psychologique? C'est compliqué de définir ce que c'est qu'une violence psychologique. Donc il y a des procès qui condamnent des hommes la plupart du temps pour violence psychologique. L'un des trucs qu'on a pour réfléchir à ça c'est la personnalité narcissique. Donc le grand public appelle ça pervers narcissique, c'est très étudié, les pervers narcissiques c'est très compliqué à étudier, on n'arrive pas très bien à le définir, mais la personnalité narcissique par contre on arrive très bien à savoir ce que c'est. Et la personnalité narcissique c'est ce qui se rapproche le plus de la perversion narcissique. Donc là on n'est pas en train de parler du fait d'avoir des traits de narcissisme, tout le monde a des traits de narcissisme, on parle de personnes dont la vie qui est orientée par la personnalité narcissique rencontre des problèmes à cause de ça, c'est la définition d'une maladie. Vous avez un symptôme qui vous dérange, la différence entre l'anxiété et la dépression d'anxiété
anxiété générale, c'est que l'anxiété, vous avez un peu d'anxiété, vous reprenez votre vie. À partir du moment où on vous dit c'est de la dépression d'anxiété générale, c'est parce que ça répond à certains critères. Eh bien, il y a des critères de la personnalité narcissique qui se rapprochent de ce qu'on comprend des pervers narcissiques. Et il se trouve que ces critères-là, ils sont compris, ils sont étudiés déjà, et on en avait vu un truc dans une vidéo, je vous avais lu une publication scientifique assez intéressante, il concerne 85% d'hommes et 15% de femmes. Attention, encore une fois, ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas capables de narcissisme, ça ne veut pas dire qu'elles sont capables d'être elles-mêmes ce qu'on pourrait appeler, pardon pour l'approximation de langage, des pervers narcissiques, évidemment. Mais dire les femmes, la violence psychologique et l'apanage des femmes est en réelle contradiction avec les études, par exemple, sur la personnalité narcissique. En tant que pathologie, j'entends, pas en tant que trait de caractère, quoi. Et autre chose, la violence psychologique. Si on inclut par exemple le cyberharcèlement, qui est une forme de violence psychologique, le cyberharcèlement est massivement produit par des hommes, sur des hommes et des femmes de façon à peu près égale, mais on l'avait vu avec le procès Johnny Depp Amber Heard, où les hommes sont capables d'une organisation dans le cyberharcèlement absolument dingue, quoi. Et du coup, dire la violence psychologique c'est l'apanage des femmes, déjà c'est l'essentialisation, et il me semble qu'en plus c'est faux, il me semble qu'en plus c'est complètement à côté de la plaque, donc je sais pas en fait d'où elle tire ça, et si elle a des ressources j'aimerais les lire, parce que si jamais je me trompe j'aimerais le savoir. Miss PDD, tu nous dis, j'ai lu un extrait de livre Petite violence ordinaire, les violences psychologiques en famille, elle dit que la violence psychologique reçue est retransmise aux autres par la victime, et notamment envers les enfants, c'est une cascade. Oui, bah, ça malheureusement ça me surprend qu'à moitié. On dit l'homme frappe, la femme rend fou. Comme tu parles de... Oh non, la femme rend fou, l'homme frappe. Non, c'est pas nous qui disons ça, c'est Andrew Tate qui a popularisé cette phrase-là, qui a été reprise par Stéphane Edouard qui l'a parodiée avec une vidéo qui s'appelle La femme rend fou, l'homme gifle, à propos de Will Smith, dont j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Non, en fait, l'homme applique de la violence sur la femme parce qu'il est violent. Je veux dire, point barre. Ça m'est déjà arrivé de me faire engueuler, ça m'est déjà arrivé que dans une relation de couple, on me reproche des choses qui soient injustes. J'ai jamais frappé, et pourtant j'ai déjà été hors de moi, parce qu'on m'a reproché des choses extrêmement injustes. Je ne vais pas vous en parler, parce que ce serait très intime, mais j'ai eu une seule relation dans ma vie qui était un peu dysfonctionnelle. Moi j'ai vraiment beaucoup de chance, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai eu des relations hétérosexuelles, ça s'est super bien passé, tout le temps, y compris la rupture. J'en ai eu une qui a été compliquée, effectivement. On me reprochait des choses qui étaient vraiment très injustes, elle disait que j'avais pas de couilles, etc. Enfin bref, des bêtises comme ça. J'ai jamais frappé. J'ai jamais songé à frapper. Donc en fait, l'homme ne frappe pas parce que la femme rend fou. C'est complètement faux, quoi. De violence, là-dessus on peut au moins se mettre d'accord sur le fait que le féminisme c'est quand même un mouvement qui prône la fin des violences contre les femmes. On aurait peut-être même dû finalement commencer l'émission par ça, parce que à quoi ça sert de parler d'argent, de pouvoir, de machin, quand on parle pas d'intégrité physique, voilà. On est dans une société qui est dite évoluée, où on est dans une grande démocratie, voilà. Et pourtant, en fait, tous les 3 jours, c'est mathématique, hein, parfois c'est plus, d'ailleurs depuis le début de l'année j'ai l'impression que c'est plus, selon les derniers chiffres, hein, depuis le début de l'année 2023, les femmes meurent tous les 3 jours sous les coups de leur conjoint, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Donc, grosso modo, si on couvrait les féminicides comme on couvre par exemple les crashs d'avion, on passerait notre temps à allumer la télé et voir ça en une des journaux. Okay. Sauf que c'est plus le cas parce que c'est devenu tellement banal que ça n'intéresse plus. Le taux de suicide plus élevé chez les hommes, on n'en parle pas non plus. Non. Alors les hommes se suicident effectivement 3 fois plus que les femmes, c'est vrai, mais les femmes font 3 à 6 fois plus de tentatives de suicide que les hommes. La différence tenant au fait que les hommes n'utilisent pas les mêmes moyens, donc vous voyez, on a toujours ce même argument de les hommes se suicident plus. La plupart des hommes qui se suicident et qui réussissent leur suicide se suicident par arme à feu. Les femmes, la méthode privilégiée pour le suicide, c'est les techniques médicamenteuses. Eh ben, on peut les vomir. Si quelqu'un intervient au bon moment, on peut faire un lavage, etc. Donc voilà, donc on revient à cet argument masculiniste assez classique qui a déjà été débunké, qui a déjà été réfléchi. En fait, le suicide, c'est toi qui te portes atteinte à toi-même. Oui, là, je te parle de quelque chose, mais on va parler de la masculinité toxique qui fragilise beaucoup les hommes. Et là-dessus aussi, je pense qu'on peut être d'accord. Mais le truc, en fait, avec les violences faites aux femmes, c'est que c'est un individu qui porte atteinte à l'intégrité physique d'un autre individu. Super. Alors lui, il va même pas sur mon terrain. Il est remarquable. Niveau rhétorique, il est puissant, ce type-là. Et lui, il dit, ok, vous avez raison, je vous concède les taux de suicide. Il va même pas sur mon terrain où on va se battre sur l'interprétation des chiffres. Il dit, sauf que le suicide, c'est l'homme qui fait atteinte à sa propre vie. Et moi, je vous parle d'homme qui fait atteinte à la vie des femmes. Intéressant, vous voyez, il arrive à recentrer sans la contredire, parce qu'il rentre pas dans une confrontation d'idées ou quoi que ce soit. Vachement bien, un type très intéressant.
l'occurrence d'une femme. Oui. Et là, on a vraiment des chiffres, et je sais que tu vas peut-être me dire qu'il y a des hommes qui sont victimes de violences, et ça existe, et Oui, je suis non, pas mais du tout là pour le cacher. Moi, je suis pas non plus Et là de pour. violence psychologique. Bien sûr. Mais en fait, si on peut se mettre d'accord sur le fait que le féminisme est indispensable, ne serait-ce que pour terrasser ces violences faites aux femmes, bah peut-être qu'on se dira féministes tous les deux d'ici la fin de l'émission, non? En fait, c'est là où je pense. Donc, moi, je suis totalement d'accord. Oh, super. Si vous êtes toujours sensible à la question des violences masculines, et donc il vous reste quelque chose de féministe. Super. Bon, après, c'est pas obligatoire, hein. On n'est pas obligé d'être féministe hein, quand on est une femme, vous faites ce que vous voulez. Hein. L'écran est flou? L'écran est flou pour vous? Vous voyez mal actuellement à l'image? Si je mets en plein écran comme ça, est-ce que c'est mieux pour vous? Enfin, je veux dire, je l'ai vécu aussi personnellement puisque j'ai des amis qui ont été victimes de violences conjugales. Donc, c'est un problème que j'ai vécu de l'intérieur. Ok. Et en fait, on était là, tout assis sur le canapé, on était en mode qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? La vérité, je vais vous le dire, on ne peut rien faire. En fait, à partir du moment où vous avez fait des enfants avec un mec fou, il est fou en fait. Enfin, je sais pas si vous vous rendez Mais compte. on peut C'est genre partir, juste. on peut partir. Oui, voilà, on peut Et même s'il n'y a partir. pas assez de moyens, mais on peut Exactement. partir. J'avais fait une vidéo là-dessus, je vais essayer de pas y repenser parce que j'aimerais bien passer à autre chose dans ma vie, ça me poursuit en ce moment et je souffre beaucoup pour ça. Si, on peut faire des choses. Quand Natalia a eu les problèmes que j'ai déjà décrits, je vais pas en reparler, on a demandé conseil à tout mon réseau féministe pour avoir les bons interlocuteurs à chaque étape, et on a eu les bons interlocuteurs à chaque étape, et ça s'est passé de la moins pire des façons. Voilà. On a réussi à ne pas rajouter de violence à son parcours et à l'aider, et elle a réussi à le quitter, et elle a réussi à porter plainte, et grâce à sa plainte, il y a eu un déclassement d'un viol qui avait été classé par une procureure, enfin bref, voilà, on peut faire des choses quand même, hein. Heureusement qu'on peut faire des choses. On peut partir et c'est ce qu'elles ont fait à l'occurrence. Sauf que bon, le gars, en fait, on vit toujours dans la parano que le gars revienne. En fait, moi, ce que je pense, c'est Mais oui, précisément, et c'est pour ça que le féminisme est important, et c'est pour ça qu'on a besoin encore du féminisme pour dire où est-ce que vous en êtes là, la justice? Comment ça se fait que vous les laissez dehors? Précisément. En fait, on sent que son vécu personnel l'a heurté, et je suis très triste de ça, hein, qu'elle l'ait heurté, mais elle a quand même dans son discours des arguments qui sont complètement pro-féminisme, hein, finalement. c'est que le féminisme n'impacte pas les bonnes personnes. Ce mec-là, les mecs, à l'occurrence, fous, qui ont été des... Je suis désolé de la couper, mais on va pas laisser la charge mentale de la rééducation des hommes aux femmes, ça va, vous avez assez à faire, quoi. Vous avez assez à faire, nous on est là pour ça. Je veux dire, nous on vit dans cette société aussi, les hommes, nous aussi on a notre mot à dire, nous on a accès à l'espace public beaucoup plus facilement que les femmes, nous quand on parle des thèses féministes, on nous écoute alors que les femmes ont les traits hystériques, donc à un moment donné, nous on va se remonter les manches, les mecs, et on va faire pardon, j'allais dire un gros mot, on va faire notre part dans cette société-là, et on va s'adresser aux hommes les yeux dans les yeux, et on va leur expliquer qu'ils propagent la culture du viol, et on va leur parler, quoi. Je veux dire, là c'est notre rôle, quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, la rééducation des hommes, elle va passer par nous, quoi. Ça suffit, la charge mentale, on va pas la laisser éternellement sur les épaules des femmes. Tyran pour mes amis. Ils en avaient rien à carrer en fait de vos séminaires, de vos trucs. Et c'est pas des gars qui Parce que c'est trop tard. Mais c'est trop tard. C'est trop tard pour eux. Ok. Malheureusement, c'est trop tard. Éduquer un homme comme ça, c'est trop tard. Bien En sûr. revanche, expliquer donc- le respect, on pourra en parler, ça dès l'enfance Mais aux petits justement- garçons et aux petites filles, ça peut prévenir des violences après. D'accord. C'est ce qui se passe aux Pays-Bas. En fait, c'est marrant parce que je me dis toujours. En fait, j'ai l'impression que les féministes, moi, une des raisons aussi pour laquelle je ne suis plus féministe, c'est parce que je me suis intéressée à la psychologie et à la biologie, tout simplement. En fait, Et moi aussi, je m'intéresse à la psychologie et à la biologie. D'ailleurs, Nathalie est psychiatre, sachez-le, et elle est profondément féministe. Hein. un des trucs très très importants dans l'éducation des petits garçons, Ouais. et on va en parler parce que vous vouliez parler de masculinité toxique, mais pas. Tutoie-moi, sinon je te vous vois. Ah merde, Ouais. désolée, j'ai l'habitude en fait de vous voyer Ok. les gens plus âgés que moi, c'est pas ça. Waouh, paf. Ok, c'est bon, c'est Mais, fait. non, mais c'est vraiment par réflexe. Donc, bref, tout ça pour dire que, en gros, pour éduquer les petits garçons, c'est très important en fait de leur permettre de comprendre et de gérer leur agressivité. Et aujourd'hui, le féminisme a l'intention, et là je le dis, Alors, je comprends ce qu'elle veut dire, je suis pas fondamentalement en désaccord avec ça. Par contre, dans l'éducation sexiste, on n'encourage pas les comportements extravertis chez les petites filles. Une petite fille qui va faire du bruit, ou qui va parler, on va dire que c'est une pipelette. Un garçon qui va courir partout et qui va crier, on va dire « Ah, il est vigoureux, ce garçon ». Et excusez-moi, je suis un tout petit peu perturbé parce qu'il y a un chien qui est sur le toit en face, là. Je sais pas ce qu'il fait sur le toit, il est avec son maître. Bon, voilà, ils sont sur le toit. Et donc, en fait, l'idée, c'est simplement de dégenrer aussi l'éducation, de la rendre la moins sexiste possible, et d'expliquer à un petit garçon que quand il crie, en fait, il gêne les gens.
Parce que c'est quelque chose d'assez important de leur apprendre l'empathie le plus tôt possible. Moi, je suis convaincu qu'on n'apprend pas l'empathie aux petits garçons. J'en suis absolument convaincu. Dans l'éducation sexiste que l'on donne aux enfants, je pense qu'on n'apprend pas l'empathie aux garçons. On ne leur apprend pas que leur comportement peut être toxique. Que courir partout, s'il a besoin de courir, il n'y a pas de problème, mais que pousser les gens, que crier, ça rentre en interaction avec les autres et que ça ne se fait pas. Donc voilà, les gros mots, c'est pas beau dans la bouche d'une fille. Qu'est-ce qu'on apprend aux petits garçons? On va leur dire, regardez, typiquement une phrase que j'entends de temps en temps, quand je vais bouquiner, je vais souvent bouquiner à l'extérieur, j'adore ça. C'est un garçon qui va taper une fille, et les parents vont dire, il faut pas taper une petite fille. Et ça, c'est déjà sexiste. En fait, il faut pas taper tout court, on tape pas un garçon non plus. En disant à un garçon, on ne tape pas une petite fille, on met déjà dans la tête du garçon l'idée de domination masculine. L'idée que les hommes sont plus forts que les femmes, donc il faut surtout pas taper les filles. En fait, on tape personne dans cette société-là. On doit apprendre aux petits garçons, non pas à gérer leur agressivité, mais à ne pas être agressif. Et ça s'enseigne dans l'éducation, j'en suis absolument convaincu. Très sincèrement, je sais exactement ce que vous mettez dans vos bouquins, dans vos trucs là. Vous avez l'intention de sociabiliser les garçons comme des petites filles, parce que l'idéologie De déviriliser l'éducation, pour être plus exact. Pas de les éduquer comme des petites filles, de déviriliser l'éducation. égalitariste veut qu'on soit tous les mêmes. En fait, on est tous des pages blanches, en fait. Et il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Bah oui, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, évidemment. Alors que, précisément, nous n'avons même pas le même cerveau. On n'a pas la même construction. Alors bien sûr, il y en a qui me diront oui, non, il y a machin qui a démontré que Non, mais c'est ce que j'allais la dire. En fait, plasticité du cerveau. on peut entrer dans les débats d'anthropologie, Voilà, de sociologie. anthropologique, Voilà, moi je vais citer interminable. Françoise Héritier, toi tu vas Voilà, citer toujours. quelqu'un d'autre. Bon, c'est pour ça que je J'en savais étais qu'on irait sur ce terrain-là. Et Je suis désolé de ce que tu dis, le dynamite, parce que... Ah, mais je viens de comprendre ton pseudo. Très bien. Elle nous dit, je suis maman d'une fille en maternelle, il y a des projets éducatifs autour de la relation aux autres, et des parents s'en compte parce qu'ils voient ça comme de l'éducation sexuelle, c'est triste à mourir de lire ça. Hein. Bref. Tu t'en est une forme de respect, le vouvoiement symptomatique d'une vision de la société et du lien social. Difficile à dire, camarades, je vais y réfléchir. Moi, il se trouve que je vous vois mes élèves, j'ai toujours vous voyez. Non, mais j'ai compris, hein, les dynamites, c'est triste à mourir, hein, vraiment. C'est l'éducation sur le consentement qui soit perçue comme de l'éducation sexuelle en maternelle, enfin, c'est presque de la mauvaise foi, quoi. Donc, faut que je réfléchisse, camarades. Effectivement, moi, j'ai l'habitude de vous voyer mes élèves, j'ai toujours vous voyez. Je les appelle par leur prénom, mais je les vous vois. Ils m'appellent par mon prénom, ils m'appellent Stéphane, mais ils me vous voient. Faut que je réfléchisse au vouvoiement. Et finalement, moi je suis pas là pour essayer de te convaincre, de relire Héritier, etc. Je pense pas qu'on puisse de toute façon. Voilà, Nous, la vraie question en fait pour moi c'est de constater les faits. Et c'est qu'est-ce qu'on fait pour corriger ça? Qu'est-ce qu'on fait pour corriger les violences? Qu'est-ce qu'on fait pour corriger les inégalités salariales? Qu'est-ce qu'on fait par exemple pour que on en termine avec ces stéréotypes qui font que demain on va avoir énormément de métiers qui vont s'ouvrir de service à la personne parce qu'on est dans une société vieillissante et que beaucoup d'hommes considèrent que c'est pas dans leur gène de s'occuper de quelqu'un de plus âgé alors qu'il va y avoir plein de jobs hyper donc, dans les intéressants dans ces métiers-là. Ce dans qui les veut bien faits. dire qu'on est habité par les stéréotypes. Oui, Mais mais dans les peut-être faits, il faut justement lutter contre ces stéréotypes dès l'enfance qui sont là et qui finalement limitent nos possibilités, qui limitent les ouvertures. Par exemple, je me rappelle une fois j'avais fait une émission, il y avait quelqu'un qui avait appelé pour dire le drame de ma vie, c'était un garçon, je voulais être danseur classique. On m'a dit à 4 ans que c'était impossible parce que c'était un truc de PD et que jamais je pourrais grandir en étant accepté par les autres garçons en étant danseur. Et aujourd'hui, je fais un métier que j'aime pas, je m'ennuie et c'est trop tard. Je suis allé voir une prof de danse, elle me dit vous avez beaucoup de talent monsieur, honnêtement, si vous étiez venu me voir 15 ans plus tôt, vous auriez été un grand danseur. Voilà, c'est pour ces récits-là que je me bats en fait. Je trouve ça un peu triste. Ouais. Je me dis on est en train de limiter juste l'imaginaire, les possibilités de tous ces garçons, de toutes ces filles. Et au nom de quoi? Au nom justement, et là on va peut-être arriver au sujet sérieux, qui est la conservation de privilèges pour des hommes, parce que oui, les hommes... Putain, il est bien formé. Au nom de la conservation de privilèges, vachement bien hein, ce qu'il dit. Hein. Mais tu l'as dit comme moi au début de cette émission, contrôle la société, c'est ce qu'on appelle la société patriarcale. Et parce que justement les féministes, et ça je le déplore, sont un peu divisés, c'est-à-dire qu'on joue pas tous dans la même cour, et bah ce camp-là prospère, et prospère même très bien, puisque ça fait très longtemps qu'il a les manettes. Alors, on va se mettre au clair, parce que j'aimerais qu'on redéfinisse exactement En vrai, c'est pas parce qu'il y a des dissensions dans le féminisme que les hommes prospèrent. Hein. Enfin, la domination masculine, elle prospère parce que les hommes, ils vont absolument rien lâcher. Hein. Le fait qu'ils profitent de dissensions, ça, c'est un fait. Hein. Ça les arrange bien hein, qu'il y ait des dissensions pour eux. Mais bon, c'est la faute des hommes. Hein. Si la domination masculine prospère, c'est pas la faute des féministes qui sont en désaccord sur certains points. Hein. Une mise à distance de l'autre, une barrière de protection. Oui, voilà, moi c'est comme ça que je l'utilise, effectivement, le vouvoiement. Patriarcat, parce qu'en fait, patriarcat, si vous voulez, moi je veux bien l'utiliser, mais en réalité, moi je pense que c'est pas le patriarcat comme vous l'entendez qui est aux manettes. Moi je pense que c'est une élite extra riche. En fait, je pense que l'oppression, on va dire, si tant est qu'il y en ait une, mais je pense que quelque part il y en a une, c'est une élite qui va imposer, on va dire, des règles à tous les autres. C'est un truc
finalement une observation très marxiste. Hein. Simplement, j'ai pas les mêmes. Je suis pas marxiste dans le sens où je pense que ces solutions sont pas, ont été démontrées des dizaines de fois, ne marchent pas. Ces solutions ne marchent pas. Mais l'observation est très valide. Je pense qu'effectivement, il y a, appelons-les les bourgeois, même si je pense qu'aujourd'hui c'est plus que des bourgeois, qui oppressent le reste. Comment on appelle ça, le prolétariat, voilà. Admettons. Par contre... Alors, bon, moi je suis un ancien marxiste, convaincu. Le MLF, qui est né du FMA, à la base, FMA, c'était féminin, masculin, action, quelque chose comme ça, c'est devenu féminisme, marxisme et action, je crois. Donc les premières vagues du féminisme sont extrêmement influencées par effectivement le marxisme. Elle parle de... Merci pour l'abonnement, les dynamites. Elle parle effectivement de la convergence des luttes, elle en vient, très intéressant. En fait, les deux ne s'excluent absolument pas, hein, parce que dire effectivement de mes souvenirs du marxisme, hein, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas lu le manifeste, dire il existe dans la société une oppression principale qui essaie de la bourgeoisie sur le prolétariat, ne sous-entend pas que parmi le prolétariat, les femmes ne sont pas encore plus désavantagées que les hommes. Hein, ça ne veut pas du tout dire ça. En tout cas, elle utilise des arguments elle utilise ce qu'elle a compris du coup du marxisme et du féminisme pour développer sa pensée. Donc oui, peut-être qu'elle veut s'auto-convaincre, je ne sais pas, mais voilà, en tout cas, pour moi, l'existence du coup de la classe dominante bourgeoise qui applique une oppression sur le prolétariat, pour moi, est une évidence même, mais n'exclut pas la présence du patriarcat et le fait que ça s'applique d'autant plus sur les femmes. Et d'ailleurs, dans les situations d'extrême pauvreté en France, il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a plus de femmes qui vivent sous le seuil de la pauvreté, etc. Enfin bon, bref. Le féminisme a repris cette rhétorique et a mis les hommes et les femmes à la place, vous voyez, en oppresseur-oppressé. Ça, je suis pas d'accord. Je pense que depuis la nuit des temps, les hommes et les femmes ont joué en équipe. Et il n'y a jamais eu d'oppression de la part Il n'y a jamais eu d'oppression de la part... Enfin, je veux dire, si tu te maries avec ton mari, oui, bien sûr, ça pouvait être violent. Bien sûr, comme il était plus fort que toi, techniquement, en général, surtout à l'époque, les hommes étaient plus forts. Donc, effectivement, peut-être que les femmes ont été, pendant plusieurs années, plusieurs centaines d'années, même si je suis pas sûre qu'au Moyen-Âge, les femmes avaient autant la vie dure qu'au 19e siècle, par exemple. À quoi elle fait référence ? Elle fait référence à quoi ? À l'industrialisation, avec le fait qu'au 19e siècle, il y avait déjà des femmes qui commençaient à travailler. Au Moyen-Âge, on était dans une société, pour le coup, purement patriarcale, où... alors, c'est très difficile de savoir ce qu'elle entend par Moyen-Âge, hein, mais où la femme, pour le coup, on était dans vraiment dans la définition même du patriarcat, à savoir la femme appartient au père de famille, et pour pouvoir quitter la maison, il fallait qu'elle se marie. Hein, c'était la seule façon qu'elle avait de quitter la maison. Et le mariage, ça se passait pas comme aujourd'hui. Hein. Le mariage, c'était un système de négociation entre le courtisan et le père, qui se négociait en général autour de la dot. L'amour courtois, tel qu'il était décrit à l'époque, c'était l'amour qui sauvait les femmes du mariage, justement. J'avais lu un ouvrage qui était remarquable par rapport à ça. Je vais essayer de vous retrouver l'autrice tout de suite. Si je la retrouve pas, je reviendrai dessus et je le mettrai dans les commentaires. Qui expliquait qu'en fait, la description de l'amour bourgeois, c'était un petit peu le fantasme que les femmes avaient de se dire, en fait, il va y avoir un jour un chevalier qui va venir me sortir de la violence quotidienne. Donc moi, dire les femmes du Moyen-Âge n'étaient pas forcément mal loties par rapport aux femmes du 19e siècle, je suis très prudent par rapport à ça. Encore une fois, je ne sais pas ce qu'elle entend par Moyen-Âge, je ne sais pas de quelle période elle parle, etc. Mais bon, voilà, je suis un peu troublé par ce qu'elle essaie de dire. Hush, tu nous dis, à chaque fois qu'elle est un peu d'accord avec ses arguments, elle change de sujet. Il parle de violence conjugale, son contre-argument, c'est le suicide, comme pour ne pas être exposé à ce qui pourrait la faire changer d'avis. Ouais, peut-être. C'est vrai que lui, il a tendance à rester sur son terrain et à répondre à ses arguments, et elle est plus dans un déroulé d'argumentaire. C'est-à-dire qu'on sent qu'elle a bien préparé l'émission, qu'elle s'est dit, de quoi je vais parler dans cette émission-là, ça se voit, elle est préparée, hein. Et puis elle est, mis à part si pendant une petite minute tout à l'heure, quand elle parlait, j'arrivais pas à suivre sa pensée, là je comprends, elle déroule les arguments qu'elle a contre le féminisme, les uns après les autres, et peut-être effectivement qu'elle est sur des éléments de langage, et que les éléments de langage sont un peu plus difficiles à défendre qu'un homme qui vraisemblablement vient avec des références. C'est la seule chose qu'on pourrait lui reprocher à cet homme-là, ce serait peut-être les citer les femmes qui lui ont permis de comprendre ce qu'il a compris. Parce que tout ce qu'il décrit là, je sais exactement d'où ça vient. Hein. Je sais exactement que ça vient de Christine Delphi. Hein. Je reconnais Monique Wittig également. Je reconnais Gisèle Halimi. Voilà, juste peut-être les citer, ce serait absolument parfait. Bref, donc on reprend les femmes au Moyen-Âge. D'ailleurs, les femmes chassaient autant que les hommes au Paléolithique. Oui, alors ça, c'est encore en fait, j'ai l'impression qu'on peut pas savoir. On part un petit peu sur des grands chevaux. Les féministes, elles aiment bien réécrire l'histoire comme ça à fond. Oui, pas les hommes. Hein. Les hommes n'ont réécrit pas l'histoire. Non, c'est très important, Amélie. Au contraire, c'est fondamental. Cette question-là, elle est très importante.
La question n'est pas de savoir s'il y avait 50% de chasseuses, 50% de chasseurs. La question, c'est pas ça. La question, c'est de se dire, aujourd'hui, on a bâti notre imaginaire collectif de la préhistoire sur le fait qu'il n'y avait que les hommes qui chassaient. Et ça en dit long. Ça en dit long sur la façon dont les hommes ont écrit l'histoire pour justifier la domination masculine. La question n'est pas de savoir si c'était 50-50, si c'était 25-75%, si c'était 30%, 70%. La question, c'est de se dire comment ça se fait. Comment ça se fait que les hommes ont eu besoin de réinventer la préhistoire pour pouvoir dire c'est les hommes qui chassaient, c'est les hommes qui cueillaient, c'est les hommes qui peignaient dans les grottes. Mais qu'est-ce qu'elles faisaient les femmes à l'époque, à la préhistoire? Et donc, en fait, les hommes racontent une histoire où, dès le début de l'histoire de l'humanité, dès le début de la naissance de l'espèce Homo, la femelle de l'espèce, puisqu'à l'époque je pense qu'on ne pouvait pas parler d'hommes et de femmes au sens qu'on l'entend aujourd'hui, était déjà soumise au mâle de l'espèce. Et ça en dit long. Ça en dit long sur comment les hommes ont réécrit du coup notre histoire pour justifier la position dominante des hommes. Et là-dessus, elle manque, je pense, à mon humble avis, d'une réflexion un petit peu plus distanciée, un peu plus systémique. Alors qu'en vrai, on ne sait pas si les femmes n'étaient pas heureuses. Oui, on sent que Maxime, il a lu, effectivement, parce que je vois très bien d'où il sort ces théories, effectivement. Voilà, on sent, ça vaudrait juste le coup qu'ils mettent ces féministes en avant, parce que c'est quand même les femmes qui ont théorisé tout ça. 500 ans ou 600 ans, en fait. Enfin, vous, moi, c'est comme nos débats sur l'anthropologie, on peut pas savoir. Donc, moi, il y a quand même des gens qui étudient, quand on retrouve des squelettes de femmes chasseuses, par exemple, c'est intéressant. Ça met à mal l'idée reçue selon laquelle les femmes attendaient gentiment que leur mari, que leur compagnon, c'est l'époque pas de mariage, partent chasser. Donc, non, mais en chasse, en situation de chasse. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Oui, mais en fait, par exemple, ça se trouve, il y avait des traditions. Je vous donne un exemple, parce qu'en lisant votre livre, je me suis demandé, tiens, dans quel contexte une femme pourrait être en truc de chasser. Admettons que avant ses 20 ans, il y avait une tradition où les jeunes femmes allaient chasser avec leur père. Voilà, des choses comme ça, quoi. Parce que tant qu'elles n'ont pas d'enfants, elles sont pas... Oui, ça, c'est une hypothèse, Amélie. Elle est valable, comme toute hypothèse mérite d'être formulée, mais c'est pas une théorie. Dire peut-être qu'on a retrouvé des chasseuses parce qu'en fait, elles accompagnaient leur père est une hypothèse que moi, je n'avais jamais lue jusque-là. Pourquoi pas? Mais alors, du coup, pourquoi ne pas envisager l'hypothèse opposée, à savoir, des hommes accompagner leur maman à la chasse? Pourquoi ne pas envisager l'hypothèse opposée? En état de, vous savez, la grossesse, etc. C'était ça qui était compliqué. Et c'était pour ça qu'on avait besoin de l'homme, et ça l'est toujours d'ailleurs. Et aujourd'hui, on va dire que le confort nous permet une certaine fluidité, on va dire, dans ce schéma strict. Mais à la base, voilà, la grossesse était hyper dangereuse. Mais imaginez que, en fait, le squelette qu'on ait trouvé, c'était soit une vieille femme, je veux dire dans la quarantaine, qui avait déjà eu ses enfants et qui était un peu la matrone de la tribu et qui allait chasser avec son mari. Et là, il s'avère qu'elle se soit fait tuer. Mais ça n'empêche pas que le cadre basique, ça veut pas dire ça y est, en fait, toutes les femmes étaient chasseuses, ça veut pas dire en fait il y avait pas de patriarcat, ça serait génial, j'adore, mais c'est ce que je vous dis, moi je prône non pas une féminité victimisée, chassée, brimée depuis des centaines de milliers d'années. Moi je pense que la féminité est une féminité glorieuse. En fait, c'est pas le féminisme qui victimise les femmes. On a des chiffres qui montrent la réalité de la violence masculine. C'est pas un angle de vue. Parler de 100 à 250 000 viols ou agressions sexuelles par an, c'est pas un angle de vue. C'est la réalité. Et parler de 18 à 25 000 viols de femmes sur des hommes, donc on est sur un ratio divisé par 10 ou divisé par 20, c'est une réalité qui montre que la question du viol, c'est une question de violence d'hommes sur des femmes. On peut pas savoir dans ce cas comment elle sait que seuls les chasseurs chassaient. Oui, et puis en plus, je suis d'accord avec ton commentaire, Ispa, mais en plus, finalement, c'est même pas la question. Finalement, la question, quand on y pense, c'est de se dire, mais à vrai dire, tiens, les commentaires s'affichent plus là pour vous, sur la vidéo, c'est de se dire, à vrai dire, pourquoi les hommes ont voulu imposer dans notre imaginaire collectif le fait que ce soit uniquement eux qui chassaient, quoi. Qu'est-ce que ça dit, du coup, du patriarcat? Qu'est-ce que ça dit de la domination masculine? Qui était avant, d'ailleurs, la déesse qui enfantait tout ce qui... Enfin, je veux dire, avant que vraiment le christianisme, on va dire, les religions monothéistes arrivent, toutes les religions, et notamment les religions très primaires animistes, vénéraient des Vénus, des déesses de la fertilité. Donc, oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a un culte de la Vierge Marie qui est un culte de l'air, même si finalement, on vénère pas tant la maternité que ça, puisqu'elle a accouché par l'opération du Saint-Esprit, quoi. Donc, il y a même pas le symbole de la famille et de la mère qui enfante tel qu'on pourrait l'envisager. Oui, alors la patriarcaptivité, pour les personnes qui ne savent pas, c'est un concept qui a été développé aussi par les féministes, qui dit quoi? Qui dit qu'en fait, c'est beaucoup plus facile, c'est très difficile pour une femme
de sortir du patriarcat parce que ça implique énormément de choses, ça implique énormément d'efforts, ça implique beaucoup de réalisations, ça implique de réaliser beaucoup de traumatismes qu'elles peuvent avoir subis, parce qu'à partir du moment où vous réalisez ce que c'est par exemple que le viol conjugal, et ben peut-être que vous réalisez que vous en avez été victime. Et donc voilà, la patriarcativité c'est ça, c'est de se dire en fait voilà, j'épouse le système patriarcal parce que c'est moins difficile. Évidemment, il faut toujours avoir, à mon avis, hein, Corrigan tu me corriges si je me trompe, mais toujours une tolérance beaucoup plus grande à l'encontre des femmes qui propagent ce genre d'idées qu'à l'encontre d'hommes. Je pense qu'il faut toujours être beaucoup plus tolérant à l'égard des femmes, parce que c'est beaucoup plus difficile, à mon sens, pour une femme de tenir les discours que moi je tiens que pour un homme. Nous, on risque rien. Nous, on risque rien à tenir ces discours-là, parce que nous, on n'a pas été victimes du système patriarcal, pas de la même façon que les femmes, en tout cas. Donc en fait, moi, je ne pense pas que la femme ait été autant opprimée par le patriarcat. Alors, Je pense que nous l'avons sélectionnée. Revenons sur la maternité, parce que moi, en plus, je parle... Alors, bon, la théorie de la sélectivité, à la limite, pourquoi pas? Bon, a priori, elle est fausse, mais qu'est-ce que ça en dit sur le patriarcat également? Une sélection des femmes selon des critères choisis par les hommes, qu'est-ce que ça dit en plus de ça? Donc on pourrait toujours pousser la réflexion un petit peu plus loin. Sur Flora Tristan, non, j'ai pas d'ouvrage à recommander sur Flora Tristan parce que je ne sais pas qui est Flora Tristan. Zéro cool. Zéro cocool, pardon. Zéro, je ne sais pas. Donc non, je ne connais pas Flora Tristan. Quelqu'un qu'il va falloir que je découvre. Grandir avec ces codes empêche de réaliser que c'est potentiellement problématique. Absolument, oui, c'est ça, voilà. On vit dans un système dans lequel c'est normal d'être dans une situation, donc on voit moins la situation, absolument. Pas de religion, enfin, voilà, étant Moi, c'est une de mes passions, la religion. Oui, tout donc, à fait, mais là, pour le coup, comme on parle des inégalités, je trouve ça intéressant de parler de la grossesse et de la maternité. On est quand même d'accord qu'aujourd'hui encore, le premier enfant, et ça aussi, beaucoup d'études le montrent, il y en a vraiment énormément, et dans tous les pays, que le premier enfant est un tournant dans la carrière des femmes, puisqu'aujourd'hui, on considère que les pères n'ont pas à s'absenter, alors que les mères se reposent, et en même temps, c'est pas vraiment un repos d'ailleurs, le mot congé est en général malvenu, mais en tout cas, qu'elles aient besoin d'un temps pour ne pas retourner au travail, c'est évidemment et heureusement un acquis. En revanche, le fait que les hommes ne puissent pas prendre un congé paternité digne de ce nom, alors pour rappel, il est maintenant de 28 jours, depuis un peu plus de 2 ans, mais seulement 4 jours obligatoires, c'est quand même rien du tout. Est-ce que là-dessus, on n'est pas d'accord sur le fait que le féminisme, qui n'est pas un gros mot, est un courant intéressant puisqu'il prône plus d'égalité dans la parentalité? Le fait que demain, des hommes puissent s'arrêter aussi au moment de la naissance d'un enfant. Qu'est-ce que ça va générer comme conséquence? Ah non, je termine là-dessus. Qu'est-ce que ça va générer comme conséquence directe, très intéressante, ce qu'on appelle la présomption de maternité. Aujourd'hui, moi je suis chef d'entreprise, alors je fais pas partie de ceux-là, mais j'en connais beaucoup, qui ne vont pas recruter une femme qui est dans la trentaine parce qu'il va y avoir une présomption de maternité. Voilà, on en parlait tout à l'heure, hein, c'est avec les populations du coup dont les noms sont à consonance arabophone, les populations les plus discriminées à l'embauche actuellement, hein, les femmes de moins de 35 ans. Et il le précise très bien, il est au fait de tout, hein, c'est formidable. Il va se dire, oulala, elle va me coller 1 ou 2 congés maternité. D'ailleurs, il en parle, il y a un personnage comme ça dans mon film qui le dit, et qui a changé heureusement, mais qui dit, bah voilà, en tant qu'agent immobilier, moi je recrutais plus de femmes, parce qu'entre 25 et 30 ans, j'étais persuadé qu'elle allait me faire 1 ou 2 mômes. Si demain cette présomption s'inverse, ou en tout cas elle est égale, c'est-à-dire qu'on va se dire, tiens, je vais recruter un homme trentenaire, il va s'arrêter plusieurs mois. Forcément, il va y avoir moins de discrimination à l'embauche. Forcément, les femmes vont pouvoir accéder à des postes à responsabilité aussi facilement que les hommes. Tu vois ce que je veux dire là-dessus? Ouais, mais ça, je suis on pas. peut être d'accord. Non, mais je suis pas contre. Après, c'est vrai que le congé paternité, en fait, moi, quand je lis dans votre livre, j'avoue, je suis en mode j'avoue, ça a l'air bien. En fait, on pourrait vraiment. Qu'est-ce qui a l'air bien? Parce que tu racontes l'histoire de votre ami là qui est en Suède. C'est le personnage de mon film. Exactement. Ouais, Tristan. Et en Norvège. Voilà, Norvège. Ouais. Ok. Et qui justement est plus proche de sa fille, etc. Et moi, forcément, ça me touche. Je me dis, c'est trop mignon, c'est trop bien. Effectivement, ça a l'air bien d'avoir une relation privilégiée avec ses enfants. Et j'aimerais que mon mari puisse avoir une relation privilégiée avec mes enfants. Évidemment, qui ne voudrait pas ça? Maintenant, il y a une autre problématique qui m'est arrivée, on va dire, mais juste pour le plaisir de la contradiction. Parce qu'en vrai, ça m'a quand même ému et j'avoue, je trouve ça plus... Et je suis d'accord avec ce genre de combat, en fait. Alors, ça mais je verrai totalement le film. Ouais. Non, mais et puis je viens quand même de là aussi. Enfin, moi, je suis pas contre tout ce que défendent les féministes. Et pour les petites avancées comme ça, pourquoi pas? Mais grandes avancées. Congé paternité, c'est une grande avancée. Les grandes avancées, si vous voulez. Non, mais pas... Oui, c'est une grande avancée. Je fais pause juste pour dire que les Dynamites, je suis désolé de lire ce que je lis. Hein. Elle nous dit dans le chat qu'elle a appris que c'est grâce à l'appui de sa RH qu'elle a été embauchée dans son entreprise. Sinon, ils auraient pris, parce qu'elle était enceinte, sinon ils auraient pris un homme qui convenait moins au poste. Bon, voilà. Pas d'ironie, c'est une très grande avancée de la paternité. Mais en fait, il y a peut-être quelque chose que vous... Bah, là, par exemple, je vais revenir à mon truc de la psychologie et de la biologie. En fait, dans les premiers mois
de l'enfance, Mhm. le père a finalement assez peu. Je le mets sur YouTube demain matin, Boudouchan. C'est une vidéo en fait qui m'a été beaucoup réclamée dans le dernier live, donc je la découvre en même temps que vous et effectivement je la mettrai en ligne demain matin. De connexion avec le nourrisson puisqu'il est principalement connecté à la mère. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de différence entre lui, le corps de la mère et lui-même. Vous voyez, dans les premiers mois, le nourrisson est un parasite attaché au sein de sa mère et normalement il n'y a pas... Bah, ça, je vois pas trop parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'allaitent pas, par exemple. Donc, il Oui, est pas- mais ça par exemple, moi j'ai pas été allaitée et je pense sincèrement que c'est pas une bonne idée. Et par exemple, le fait qu'on Oui, mais qu'on tu dise vois, aux femmes là, de ne je pas pense allaiter. que attends, excuse-moi de te couper là-dessus, mais Vas-y, je trouve ça très intéressant parce que tu as commencé l'émission comme ça, de faire finalement de ton parcours individuel que Ouais. je respecte complètement. En plus, j'ai compris qu'il y avait eu des choses très fortes et surtout des revirements, comme tu dis, dans ton parcours de gens, de toi-même par rapport à ton identité, etc. Mhm. Mais là, tu le fais à nouveau, en fait, de faire attention juste à ne pas confondre ta trajectoire, ton expérience personnelle avec finalement le collectif. Beaucoup. Il l'a très bien dit, Astia qui nous dit quand même dans les commentaires que son chef un jour a dit « Ah, vous allez démissionner » à l'annonce d'une grossesse d'une employée, enfin c'est quand même fou quoi. Je me demandais s'il arriverait à le dire. Je me demandais s'il arriverait à lui dire que voilà, ton expérience personnelle ne peut pas contrebalancer l'importance du collectif que le féminisme propose, mais c'est vachement dur à dire. C'est très dur à dire parce que son expérience personnelle, on l'a vu en début de la vidéo, elle a l'air quand même très dure, vraiment très dure, et il est parvenu à le dire avec beaucoup d'empathie. Donc il l'a bien dit. Ouais, je suis d'accord, Radamante. Beaucoup d'études l'ont montré, notamment aux États-Unis, que quand un homme, et Brigitte Grésy, qui est l'ancienne présidente du Haut Conseil à l'égalité, le dit dans le film, et c'est très intéressant, que quand un homme passe plus de temps avec son enfant dès les premières semaines, il va effectivement nouer des liens avec cet enfant qui Et ça- seront à vie, alors que ce sont des liens justement qu'il ne pourra plus récupérer après. Et cerise sur le gâteau, comme elle le dit très bien, les hommes qui prennent des congés paternité Mhm. dès les premières semaines et qui passent du temps avec leur enfant vont vivre plus longtemps. Alors ça, c'est surprenant, Ouais, mais parce ça, qu'en c'est- fait, ils ont plus l'habitude d'aller chez le médecin en allant chez le médecin avec leur enfant, ils vont plus avoir ce réflexe, puisqu'on sait que les hommes vont moins chez le médecin que les femmes, et donc vont repérer plus de pathologies. Donc finalement, Ok. c'est peut-être tout bénef le Et, féminisme, quoi, parce que... Qu'est-ce que vous pensez de ce fort nouveau courant qui dit aux femmes de privilégier leur carrière plutôt que faire des enfants et encore pire, j'ai envie Il faut être précis. Qui dit ça? Qui dit aux femmes il vaut mieux privilégier votre carrière plutôt qu'avoir un enfant? Parce que moi, j'ai pas du tout l'impression que c'est le discours dominant. J'ai l'impression que le discours dominant, c'est si vous avez envie de privilégier votre carrière plutôt que le fait d'avoir des enfants, vous avez le droit. Et si vous voulez privilégier le fait d'avoir des enfants plutôt que d'avoir une carrière, vous avez le droit aussi. Donc, ce serait bien qu'elle soit précise en fait et qu'elle nous dise, en fait, où est-ce qu'elle entend, parce qu'elle parle de nouveaux courants de féminisme qui diraient ça. Mais qui dit ça? J'aimerais bien savoir, que ce soit un peu plus précis plutôt qu'un on un petit peu général comme ça. de dire Je vois pas ce que c'est. ce bah, courant. Enfin, j'en ai ne pas faites pas entendu d'enfants. Ah, puis voilà, il dit très bien, j'en ai pas entendu parler. Donc lui non plus n'en a pas entendu parler. parler. Attendez, aujourd'hui, aux États-Unis, il y a une étude qui est sortie. Aujourd'hui, dans le monde, 50% des trentenaires n'ont pas d'enfants. Trentenaires dont je fais partie. 50% des femmes trentenaires, ça n'est jamais arrivé dans le monde. Les femmes arrêtent. Alors oui, alors une des raisons pour lesquelles c'est jamais arrivé dans le monde, ça a été très bien étudié par François de Slinguet en particulier, qui s'est intéressé à la famille en sociologie, qui raconte qu'à partir du début de la seconde modernité, donc milieu des années 60 à peu près, il y a enfin un accès absolument massif aux femmes dans le monde du travail, puisqu'il y a eu un accès à l'éducation aussi qui a été massif pour plein de raisons, qui avait débuté intellectuellement dans la Commune de Paris, où des grandes femmes comme Louise Michel s'étaient dit maintenant en fait les filles il faut les éduquer parce que c'est ça qui va les rendre libres. Et puis ensuite on a eu besoin de main d'œuvre après la Seconde Guerre mondiale, donc il y a eu énormément de travail, il a fallu faire, etc. Il y a plein de choses qui expliquent en fait que les femmes aient eu accès à l'éducation et à l'éducation et donc au monde du travail. Et le fait effectivement qu'elles aient accès à l'éducation et au monde du travail redéfinit leur place dans la société, redéfinit même leur place au sein de la famille. Et ça c'est tout à fait normal. Aujourd'hui en plus de ça, on est quand même dans un monde dans lequel un salaire ne suffit pas à nourrir 3 personnes. Mis à part si vous avez gagné au loto dans votre vie, un petit peu comme c'est mon cas, et que vous faites un métier qui est très bien rémunéré, j'ai une chance inouïe, parce que c'était pas du tout dit dans ma vie que je gagnerais un jour un peu d'argent, où effectivement je pourrais, si jamais je rencontrais une femme qui ne voulait plus travailler, nourrir ma femme et mon enfant ou son enfant si nécessaire, en fait ça n'existe plus. Mis à part les 5% d'extrêmes chanceux comme moi, ça n'est pas possible. On peut pas, avec 1900 balles par mois, nourrir un enfant et une femme et vivre dans une grande ville. Les loyers, si vous voulez avoir 2 chambres, dans une grande ville, on va dire encore un Paris-Lyon, vous êtes autour de 1000 balles, il vous reste 900 balles, vous avez un enfant en bas âge, mais en fait vous survivez à peine, quoi. Et donc en fait, il y a aussi une nécessité qui, là, pour le coup, rejoint un peu la convergence des luttes, qui dit en fait, les salaires sont beaucoup trop bas en France, évidemment. Des patrons qui travaillent dans des entreprises qui font des milliards d'euros de bénéfices par an,
et qui payent leurs employés 1600 balles, 1700 balles, c'est absolument scandaleux par rapport à ça. Du coup, en fait, bah oui, en fait, il y a une question qui est intéressante. Pourquoi on fait des enfants plus tard, aujourd'hui ? Mais parce qu'en fait, on est obligé de travailler. Parce que si les femmes ont accès à l'éducation et qu'elles peuvent se dire, j'ai envie d'être libre dans ma vie, j'ai envie de gagner de l'argent, donc bah effectivement, je vais travailler, je vais commencer à faire carrière. Avec tout ce qu'on entend sur les violences masculines, sur le fait qu'il y ait des femmes qui ne peuvent parfois même pas se séparer de leur conjoint parce que leur conjoint refuse de quitter le domicile conjugal et comme elles n'ont pas de salaire, elles ne peuvent pas partir. C'est une forme de liberté, en fait, d'accéder du coup à tout ça. Et du coup, bah oui, on fait des enfants plus tard, au-delà de 30 ans, mais c'est pas à cause des féministes, c'est pas à cause des féministes. Le monde dans lequel on vit fait qu'en fait, ça devient quasiment impossible de vivre avec un seul salaire pour 3, voire 4 si vous avez 2 enfants ou plus. Arrête de faire des enfants. Donc en fait, si vous voulez, on fait des congés paternité, mais en fait, les femmes ne font plus d'enfants. Alors déjà, je vois pas très bien le lien entre le congé paternité allongé et la réduction du taux de natalité. Si les femmes ne font plus d'enfants, les parents, les pères ne... C'est une réalité, mais il y a encore beaucoup d'enfants qui sont là et beaucoup de pères qui se privent de belles opportunités en ne prenant pas leur congé paternité. Donc je pense que c'est moins le sujet. En revanche, ce que je trouve très intéressant sur la baisse du taux de natalité, c'est que ça dit beaucoup de choses justement dans la société dans laquelle on est. Ouais. C'est-à-dire que peut-être que, et là peut-être qu'on va dépasser le débat du féminisme, mais peut-être qu'on est en train de réaliser tous là collectivement que la place du travail, que la place qu'on consacre aux heures de travail de manière très effective, combien d'heures dans une journée, la place qu'on accorde à notre carrière, finalement, ne nous rend pas si heureux que ça. Peut-être que moi, par exemple... Entièrement d'accord avec ça, vraiment entièrement d'accord. Moi, je suis pour un salaire à vie, absolument tout le monde, pour nous libérer de l'obligation du salariat. Entièrement d'accord avec ça. Radamante, tu nous dis, oui, la natalité diminue, et encore, elle diminue pas tant que ça. Tant mieux pour la planète, effectivement. Sur l'importance père-enfant, le si gouvernement en parle. Super, sur les 100 premiers jours, je me mets ça de côté. Merci pour le lien, les dynamites. Si je parle de mon petit cas, j'ai vraiment grandi avec l'idée qu'il fallait que je score, quoi, que je fasse une prépa, que je fasse avocat ou médecin. Bon, bah, je suis devenu avocat, finalement, j'exerce même pas. Enfin, tu vois. Donc, cette espèce de pression un peu collective qui fait que il faut scorer, il faut être le premier. Et moi, ce que je trouvais assez chouette dans la génération, là, je vais passer vraiment pour un vieux, mais c'est ce que j'observe dans la génération là après moi, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui me disent, mais en fait, j'ai plus envie de ça. Et d'ailleurs, les jeunes qui travaillent avec moi, je trouve ça génial qu'à passer une certaine heure, ils se disent, ok, maintenant on se casse, on rentre à la maison. Là où moi, quand j'avais leur âge, je me disais, il faut que je bosse jusqu'à 20h pour montrer que je suis plus fort et tout. En fait, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'il y a une course finalement, enfin cette course. Ouais, puis là, en plus de ça, il y a une sorte de vision très machiste en plus du travail, où c'est moi qui vais terminer le plus tard, t'inquiète pas, je suis pas fatigué, il est 21h, je continue à rester, donc oui, il y aurait peut-être une vraie réflexion à faire sur la dévirilisation du monde du travail aussi, hein. Intéressant. Effrénée à la réussite, mais c'est quoi la réussite finalement ? Elle est en train un peu de s'estomper, et je trouve ça bien. Et si, pour revenir et refaire le lien avec notre sujet, si ce mouvement-là prend de l'ampleur, je suis absolument certain que les couples vont continuer à faire des enfants, parce qu'on va revenir à la base. C'est quoi faire un enfant ? C'est s'en occuper, c'est passer du temps avec, qu'on soit une femme ou un homme. Les hommes aujourd'hui, par exemple, vous parlez beaucoup de oui, si ton homme il rentre chez toi, il fait pas assez de tâches ménagères par rapport à ce que toi tu fais, alors il faudrait compter. Alors vous faites le petit comptable avec un petit tableau là, trop mignon. Repasser c'est 6 points, mettre la table c'est 1 point, cirer la table, le parquet c'est 3 points, incroyable. Bon bref. Je suis ravi que tu cites ce tableau. Merci. Ah ouais, écoutez, moi je trouve ça, mais genre vraiment, c'est ni comprendre la psychologie, notamment des hommes, ni comprendre les dynamiques interpersonnelles à l'intérieur d'un couple. Alors, quel rapport entre la psychologie des hommes et le fait qu'on consacre, je crois, 3 fois moins de temps aux tâches ménagères, aux tâches domestiques en général, à l'éducation des enfants ? Quel rapport avec la psychologie, Amélie ? Beaucoup vécu, hein. Tu connais bien le couple. Probablement plus que vous. Ah ouais, j'ai l'impression. Mais en tout cas, je me suis beaucoup plus intéressée aux gens d'une manière non pas... Elle vient de dire un truc que je trouve détestable. Lui, il lui dit, tu connais bien la réalité du couple, quoi, sur le fait que les femmes, du coup, aient toute la charge, et elle lui répond, mieux que toi, apparemment. Voilà, un truc que j'entends souvent avec moi, c'est, oui, toi, tu tiens des discours antisexistes parce que t'as jamais été en couple, ou je sais pas quoi, ou t'as jamais eu de fille dans ta vie. Vraiment des discours, c'est une attaque qui n'a vraiment pas lieu d'être, hein. Mathématiques, mais d'une manière psychologique et émotionnelle. Les mathématiques, les féministes adorent ça. Ouais, mais ce que je vous dis, c'est parce que c'est pas les femmes qui ont créé le féminisme. Ce sont des hommes qui ont créé le féminisme. Et les femmes... Ok. Alors là, par contre, Amélie, c'est pas les femmes qui ont créé le féminisme. Bon, là, on est sur de la théorie d'Andrew Tate. Là, il faut des sources. Il faut des sources fiables, quoi. Parce qu'il n'y a pas un homme qui s'est battu dans les premières vagues du féminisme, et assez peu de femmes qui se sont battues, elles étaient assez seules. Il y a juste à lire Colette. Ce que Colette pensait des suffragettes, quand elle disait que c'était des hystériques, que c'était des folles, les suffragettes. Non. Les femmes qui ont porté les droits fondamentaux des femmes, c'était que des femmes, elles étaient en non-mixité stricte, vraiment stricte pour le coup. Première et deuxième vague du féminisme, c'était en stricte non-mixité, et elles se sont battues, quoi. Donc n'allons pas dire que c'est les hommes qui se sont battus pour le féminisme. Attends, stop là.
qui vivent le Je féminisme. pense pas que le droit de vote, l'IVG, la possibilité de signer un chèque en son nom, ce soit des hommes qui les créent, ce sont des femmes et uniquement des femmes. Et d'ailleurs, il faut leur rendre hommage parce que sans elles, je serais même pas là en train de parler. J'avais pas vu les commentaires, excuse-moi. Oui, là, il y a un rabaissement des femmes et même des luttes féministes. Hein, c'est quand même assez étonnant. Hein. La précarité en début de carrière, etc. C'est difficile d'envisager un enfant, effectivement, quand on gagne le SMIC. Enfin, absolument. Hein. De féminisme. Mais pourquoi les féministes adorent les maths et les chiffres? Parce que justement, elles nous renseignent sur des inégalités qui sont enracinées et qui parfois passent inaperçues. Par exemple, là, tu parles de mon chapitre sur les tâches ménagères. Ouais. Il y a beaucoup d'hommes qui, pendant l'écriture de ce livre, m'ont dit « Mais je comprends pas ce que tu dis sur les tâches ménagères. » Parce que moi, par exemple, je bricole énormément à la maison. Ouais. Et ma femme, elle récure les toilettes. Ben, on fait la même chose. Bah ouais. Ah non. En fait, tu vois, le bricolage, c'est un hobby. Bravo. Les toilettes, c'est pas un hobby. Et Bravo. c'est en ça où tu vois compter les tâches ménagères, le temps qu'on y passe, etc. C'est intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont un peu le sentiment de se faire avoir, tu vois. Ouais, et donc je vais essayer de faire très court pour arriver là où je vais arriver. Je pense qu'il y a des rites de passage naturels dans la vie. Il y a des rites de passage chez les femmes, en général, quand on accouche. Je pense que c'est un truc tellement traumatisant, et physiquement et mentalement, qu'on a... Traumatisant. Il y a aussi des femmes effectivement, il y a des femmes qui décrivent les accouchements comme étant un moment difficile dans leur vie. J'en ai aussi une grande majorité au cabinet. Je vois beaucoup de femmes enceintes et de nourrissons qui racontent leur accouchement comme si c'était un jour extraordinaire dans leur vie. Amélie, enfin... La nature nous rappelle la souffrance et le sacrifice qu'il faut faire pour vivre, qui est continuer dans le temps et perpétuer ses gènes, etc. Les hommes aujourd'hui, avant, ils avaient la guerre. Avant, ils faisaient le service militaire. Ils se retrouvaient face à des gens morts. Ils faisaient face à la mort. Aujourd'hui, en fait, on est face à des adolescents. Mais tu m'as dit l'inverse tout à l'heure. Tu m'as dit que les hommes, ils souffraient énormément, qu'ils se Ouais, suicidaient bien sûr, plus. bien sûr. Bah, Pourquoi parce qu'ils sont pas virils, justement. Parce qu'ils ont oublié ce que c'était. En fait, ils C'est sont quoi, complètement... Aïe, donc en fait il faudrait... là on est sur les discours des anciens, de certains anciens qui nous disent une bonne guerre ça ferait du bien aux hommes dans la société. Hein. Amélie, non, alors là je suis autant au départ j'entendais tout à fait son discours parce que y a une souffrance derrière et il faut la soutenir par rapport à ça. Hein. C'est injuste qu'elle ait souffert cette femme dans sa vie. Alors nous sortir l'argument de il faudrait une guerre pour viriliser les hommes, aïe. Salut Princesse Patate. Elle m'énerve, c'est raccourci, il n'a pas de base sur le féminisme, comment il reste calme? Je ne sais pas comment il reste calme. Et il fallait bien qu'on soit dans cette version très très étrange du multivers où ce soit un homme qui a l'air de défendre le féminisme et une femme qui les descend à ce point, quoi. Hein. complètement perdu. Moi, je pense que je suis virile. La raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je suis virile. Parce que je suis capable de vous regarder dans les yeux et d'être dans la confrontation et de défendre mon territoire et de défendre, on va dire, mes valeurs. Ça, c'est viril. Ça, c'est... Mais en fait, une femme qui serait féminine et qui ne se dirait pas virile, encore une fois, je le rappelle, hein, pour les personnes qui prennent le chat en cours de route, c'est des préceptes sexistes, hein, de dire les hommes doivent être virils, les femmes doivent être féminines. Pourquoi est-ce que, d'un seul coup, dans l'éducation, on n'apprendrait pas aux femmes à regarder dans les yeux, à argumenter aux hommes, sans pour autant dire que c'est de la virilité? Mais c'est très bien, Amélie, bravo, parce que c'est courageux, effectivement, d'arriver sur un plateau télé et de se faire face à un homme et de défendre une opinion qui n'est pas une opinion très populaire. Bravo, c'est courageux, effectivement, mais ça devrait pas être un truc réservé aux femmes viriles, ça devrait être un truc réservé à tout le monde, aux hommes comme aux femmes. Bah ouais, il est bien ce mec-là, vraiment, Miss PDD, je suis d'accord. Hein. On va dire... comprendre la cruauté et l'injustice de la vie et faire le sacrifice en soi-même, de comprendre... Par exemple, moi je pense qu'un des rôles du père, par exemple, c'est de prendre le mauvais rôle, pour que la mère puisse être l'amour absolu. Dont... Ouais, mais enfin bon, alors étant donné que l'éducation est majoritairement gérée par les mères, que les enfants, dans le cadre où les couples se séparent, un truc que j'ai beaucoup observé, donc j'ai été très fréquemment en couple avec des femmes qui avaient des enfants, le père s'en occupait très peu, l'enfant est élevé par la mère, donc l'enfant connaît la mère, se sent en sécurité avec la mère et montre son caractère avec la mère. Donc moi j'ai plutôt assisté à des mères qui avaient tout le temps le mauvais rôle, qui devait faire l'éducation, qui devait dire non, etc. Et les pères qui arrivaient en héros en disant « Mais oui, mais ta mère, elle dit non à ça, mais avec moi c'est oui parce que je suis papa cool, etc. » Et l'enfant avait souvent un caractère, de ce que j'ai pu observer, beaucoup plus dur avec la mère parce qu'il était en confiance avec la mère. Donc il pouvait s'exprimer, et beaucoup plus facile avec le père. Et donc très souvent, j'entendais des pères qui venaient récupérer l'enfant un week-end sur deux en disant « Oh bah tu dis qu'elle est pas sage, mais en fait elle est adorable. Donc c'est peut-être de ta faute en fait si elle est pas sage. » Enfin. Et donc là, Amélie Mu, elle défend ça. Et ça me pose vraiment problème, ça. Hein. L'enfant a besoin. L'enfant, il a quand même besoin d'un cadre. Et pour moi, c'est le père qui doit faire ça. Et le père est au... Ben oui, mais concrètement, moi, de ce que j'observe, c'est le cadre, il est mis par la mère. Il est mis par le père aujourd'hui. Hein. C'est ce que j'observe, en tout cas. Attention, hein, c'est une observation à mon échelle. Hein. Elle est toute petite, hein, cette observation. Peut-être que je me trompe. Hein. Par définition, comme j'ai été en couple avec des femmes qui avaient des enfants, c'est que c'était des femmes en situation de rupture. Donc je ne connais pas la réalité des couples qui continuent, qui durent, mais j'ai pas l'impression que la règle soit appliquée par le père et que la mère ne se contente que de l'amour. Et d'ailleurs, l'amour implique des règles. L'amour implique des limites.
C'est fondamental d'expliquer à un enfant qu'on l'aime, et que c'est aussi parce qu'on l'aime qu'on lui met des limites. Obligé de faire ce sacrifice de passer. Vous savez, vous avez un chapitre comme ça où la maman, elle est obligée de se retrouver comme la rabat-joie et le papa cool. Et moi, quand je vois ça, ça me terrorise. Je me dis, Ouais, c'est vrai que c'est une vraie contradiction, les dynamites. Elle dit les hommes sont des adolescents, mais ils doivent donner un cadre strict. Oui, il y a une contradiction avec ça, effectivement, très forte. cette femme a des enfants avec un adolescent, en fait. Un mec qui n'a pas compris la cruauté, l'injustice et sa responsabilité en tant qu'homme sur cette planète. Mais on n'a pas besoin de faire la guerre pour voir l'injustice, en fait. Hein. On n'a pas besoin d'aller à la guerre et de refaire un service militaire pendant 1 an et demi. Hein. Enfin, je veux dire, c'est très étonnant comme discours. Et faire des enfants Alors, dans d'accord, alors, ce cadre-là, il a- je trouve ça profondément irresponsable. Et je pense qu'aujourd'hui, le féminisme Bon, nous a fait d'accord, oublier ces trucs-là. C'est-à-dire qu'on est là et on est... comment dire ? Il y a vraiment ce côté... on essaye de nous faire croire à un paradis en nous voilant un peu la face qu'en réalité, le monde est de base injuste et cruel. Oui, mais justement, Et c'est vraiment un truc de quand on est un peu bourgeois comme vous, optimiste, de vous quand dire... on est un peu optimiste, de on vous a- dire, on- on- non, on- mais Et voilà, c'est un truc de bourgeois comme vous. Hein. Défendre des thèses féministes, c'est un truc de bourgeois. Ça, c'est vraiment le truc qu'on lit le plus souvent, mais je ne comprends pas ce qu'ils ont avec ça. Hein. si l'utopie est possible, mais en Bah, vrai, sinon, on fait quoi? On se tire une balle? C'est quoi le problème? non. On porte sa croix, c'est littéralement ça. On prend les Ah, sacrifices moi, qu'on j'ai doit pas de faire. croix, moi, je suis Bah, pas- c'est bien ça le problème, c'est un petit peu ça que je reproche. En général, Non, les... Mais on n'a pas à porter notre croix, on peut tout à fait se dire... Parce que porter sa croix, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, on accepte le monde tel qu'il est, on accepte la domination patriarcale, on accepte la violence masculine, puis on porte notre croix, quoi. Voilà, le monde, il est comme ça. Mais je sais pas, on a le droit d'avoir envie de le changer, le monde, c'est quand même important. Et le monde change. Le monde ne cesse de changer. Le féminisme a apporté des droits aux femmes qui a fait que le monde a changé. Et c'est une excellente chose. les Ce que je gens veux dire, qui... c'est que porter une croix, ça a une signification. Oui, je bien ne sûr. suis pas croyant, moi. Tu vois. Ok, donc si vous Donc, voulez, on mais utilise non, une mais autre c'est expression, pas mais anodin d'utiliser en cette gros, expression-là, parce que justement, tu te réfères à des clichés ancestraux de la religion, des hommes qui doivent effectivement avoir le mauvais rôle, qui doivent être virils. Alors je rappelle maintenant que la virilité, c'est ni plus ni moins d'avoir des attributs masculins, c'est ce que nous dit justement Attributs. voilà. Ouais, c'est intéressant ce qu'il dit Princesse Patate. Elle dit les mères gèrent le quotidien. En majorité, c'est elles qui disciplinent les comportements usuels, et limiter le rôle du père à celui d'autorité, c'est le priver de son rôle affectif. Très intéressant, je suis assez d'accord. Hein. Donc je pense que tu dis, tu parles d'une manière virile, je suis viril, je vais avoir du mal à te croire parce que je pense que tu parles d'une manière déterminée, et tant mieux, et c'est très Ouais. bien d'avoir de la force. mais pour quand moi, on est ça femme. c'est de la virilité. Et Pour c'est moi, c'est enfin, des je vais choses pas que vous dire les pour gens... moi, je crois pas que ce soit la définition de la virilité. Mais juste tout à l'heure, quand tu parlais de ce qui se passe à la maison, je comprends pas pourquoi t'as pas d'empathie pour toutes ces femmes qui expliquent que justement elles en ont marre dans ces sales rôles. Elles en ont marre Ah, mais justement. j'ai totalement de l'empathie. Bah alors en quoi t'es pas d'accord avec moi là-dessus? Parce que j'ai eu l'impression J'ai justement qu'à total- l'instant non, non. on était d'accord sur le Non, fait non, que c'est vous qui avez si pas t'as compris pas ce que envie j'ai dit. d'éduquer tes enfants, si t'as pas envie de faire de tâches ménagères, si t'as pas envie de repasser le linge, si t'as pas envie de récurer les toilettes, bah Alors, déjà, si je t'as pas envie pense... de changer la couche de ton enfant, bah ne fais pas d'enfant en fait. Alors, je pense qu'en fait, si vous voulez, aujourd'hui, les femmes, et beaucoup de femmes dans mon entourage qui font des enfants, elles le font soit parce que voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, donc voilà, elles se posent pas trop de questions et elles ont un enfant. Et en fait, si vous voulez, cette société qui nous berce en fait dans cette espèce de constant, il faut que tout soit agréable, il faut que tout soit plaisant, c'est ce que je disais à propos du sacrifice. Vous avez pas aimé le fait que je parle de la croix, mais en fait, faire un enfant, oui, c'est traumatisant, oui, c'est des sacrifices, et je Mais non, mais c'est pas traumatisant de faire un enfant. Enfin, ça doit être une des plus belles choses qui puisse arriver dans l'histoire d'une femme si elle a envie d'avoir des enfants et d'un père également. Donc non, on va pas commencer à réduire la maternité à porter une croix. Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, eh ben, les femmes, vous avez voulu un enfant, et ben vous acceptez les conséquences de ça. Hein, c'est un petit peu comme ce qu'elle disait en disant, les femmes, elles font des enfants sans vraiment se poser la question. Je suis absolument pas sûr de ça. Je suis pas du tout sûr que les femmes fassent des enfants sans se poser la question de ce que ça signifie. Je pense qu'elles savent très bien ce qu'elles font, les femmes, quand elles font des enfants. Elles savent très bien les conséquences que ça va avoir sur leur vie. Elles le voient auprès de leurs amis. Bah ouais, on sort un petit peu moins, on a une vie sociale qui diminue. On oriente l'énergie au quotidien plus vers l'enfant que vers son couple, parce que théoriquement, quand on fait un enfant avec un homme, l'homme il est capable de se gérer, l'enfant ne peut pas se gérer, donc il faut orienter son énergie par rapport à ça. Et en fait, dire il faut accepter ce sacrifice, parce que c'est un sacrifice et c'est comme ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait on reste dans un statu quo. On reste dans le statu quo actuel. Et je trouve que c'est assez dangereux à défendre aujourd'hui. C'est assez dangereux de prétendre que du coup, la façon dont les pères ne s'impliquent pas dans l'éducation des enfants est une fatalité contre laquelle il ne faut pas lutter et il faudrait qu'on accepte ça. Et donc c'est aux femmes de porter la croix comme elle le dit. Je pense qu'aujourd'hui, on n'explique plus ça aux femmes. Avant, il y avait l'icône de la Madone, et je parle en tant qu'archétype, pas uniquement en tant que dans le côté religieux du terme. Avant, il y avait la pute et la madone. Vous voyez, c'est les deux grands archétypes. Une femme peut être soit une pute, soit une madone, quoi. En gros, c'est un peu ça. Madone. Oh la vache, je sais pas du tout qui dit ça. Moi, ça me stupéfait un petit peu de lire ça et ça me choque un petit peu. Non, il me semble pas qu'il y ait eu une période de la vie où les femmes c'était soit des putes, soit des madones, quoi. Très surpris par ces propos, hein. Dans le sens mère. Et aujourd'hui, on a. Avant, c'était tellement glorifié d'être une mère.
Pourquoi ? Parce que c'est tellement dur, c'est tellement un énorme sacrifice qu'il fallait le glorifier non-stop pour que les femmes se sentent reconnues et transcendées par l'expérience. Aujourd'hui, les féministes, en réduisant on va dire... il y a même des féministes qui sont en mode finalement faire des enfants c'est répondre aux demandes du patriarcat. Il y a plein. Mais en fait, moi j'ai l'impression, oui, on est sur la vidéo de Thaïs Descuffon sur les attaques féminines, tu as raison, Astaya. En fait, encore une fois, on parle pas des mêmes choses là, on parle pas des mêmes féministes, hein. C'est une évidence, hein. Je sais pas, elle dit, les féministes disent, mais lesquelles ? Il me semble au contraire que les féministes voient les mères comme des héroïnes, et qu'elles sont glorifiées, au contraire. Les femmes qui arrivent à mener une carrière, à faire des enfants, il me semble qu'au contraire, elles sont largement mises en avant, et que les féministes reconnaissent à quel point c'est puissant, quoi, hein, d'arriver à tenir ces deux rôles-là. Donc je comprends pas de quoi elle parle depuis le début. De féministes qui me disent ça, c'est non, moi je ferai pas d'enfants parce que voilà, c'est c'est une manière, on va dire, de faire une grève de nos utérus, quoi. Non, mais on n'est pas dans l'illustrata, là. Moi, les propos que j'ai compris du féministe, c'est de dire, si on fait un enfant uniquement parce que la société nous dit de faire un enfant, c'est pas une bonne raison. Mais j'ai jamais entendu une féministe dire, si vous avez envie de faire un enfant, n'en faites pas parce que c'est une pression sociale. La question, c'est plutôt de se dire, au-delà de la pression sociale, est-ce que j'ai envie de faire un enfant ? Et si la réponse est oui, je fais un enfant. C'est d'un grave. Là, tu rapportes des témoignages qu'on t'a fait, mais qui ne sont pas la réalité, encore une fois. C'est une réalité. Et la plupart des féministes, d'ailleurs, ont des enfants. Enfin, moi, toutes les féministes, la plupart ont des enfants. Mais juste, il y a un truc sur lequel je voudrais rebondir depuis tout à l'heure qui me turlupine, comme on dit, parce que je suis vieux. Je dis aussi turlupine. Je dis beaucoup l'idéologie féministe, vous essayez, on essaye, comme si c'était finalement l'idéologie dominante. Et je trouve ça assez habile mais comme... évidemment que c'est une idéologie dominante. Comme rhétorique. Non, évidemment que c'est pas une idéologie dominante. Non, Amélie, non. Parce que finalement, tu déplaces la réalité. La réalité, c'est évidemment l'inverse. C'est que l'idéologie dominante, c'est l'idéologie patriarcale. Et d'ailleurs, tu l'as dit toi-même au début d'émission quand on t'a demandé si on était dans une société patriarcale. Et donc finalement, c'est assez malin de faire croire que les féministes contrôlent tout, veulent déformer les têtes, etc. Non, mais attendez, c'est et vous les qui me dites cerveaux, ça alors même que précisément, elles sont tout à fait minoritaires. Enfin, non, le féminisme n'est pas minoritaire, mais en tout cas, le féminisme comme modèle de société n'est pas encore aujourd'hui dominant, malheureusement. Non mais vous êtes trop mignon, genre. Merci. Excusez-moi. Moi. On me dit pas assez. Non mais c'est vraiment, en fait, j'arrive pas à savoir si vous êtes d'une naïveté volontaire. Non, pas d'attaque. Il y a un discours construit, vous avez des arguments, pas d'attaque. Ou si c'est vraiment, alors, vraiment sur ça. quoi la naïveté ? Ok. Vous avez fait partie du gouvernement. Vous vendez des. Non, j'aurais aimé, mais j'ai jamais été ministre. Non mais vous avez travaillé avec Madame Boutelja. Vous avez. Avec qui ? Non, comment elle s'appelle la ministre de... Najat Vallaud-Belkacem. Voilà, je confonds toujours les deux. Belkacem. Vous avez travaillé avec Madame Belkacem. Vous avez en fait eu des financements pour votre truc, je sais plus, l'ABCDR. Vous avez fait un truc avec... Des financements de quoi ? Mais arrêtez de faire l'innocent. Bref, en tout cas, vous avez travaillé avec l'État. C'est quoi les financements là ? Je sais pas ce en que ça veut gros, dire. vous avez travaillé avec le ministère pour les droits et à l'égalité des femmes. Je sais pas où elle va moi non plus. Hein. Donc, je travaillais avec le ministère de l'Éducation nationale pour mettre au point des modules qui s'appellent les ABCD d'égalité, qui étaient des modules pour faire justement l'égalité entre les femmes et les hommes et l'apprendre dès le plus jeune âge. Très bien. Est-ce que ces modules ont réquisitionné des moyens ? Oui, comme toutes les politiques publiques. Bien sûr. Est-ce que vous savez que moi et tous les gens comme moi qui disons des vérités depuis... certains de mes amis qui sont antiféministes depuis plusieurs années, genre 5, 7, 10 ans, n'ont jamais eu d'argent de l'État. Enfin, je veux dire, moi, j'ai fini par trouver un job en tant que journaliste, mais moi, tout ce que je... Mais lui non plus, c'est ce qu'il explique. La politique qu'il a essayé de mettre en place a été évidemment financée, comme toutes les politiques publiques, mais en fait, ils ne sont pas allés lui donner de l'argent à lui. Hein. Enfin, pour un projet, vous avez un projet politique, bah oui, mais il y a de l'argent public. Hein. Oui, il y a beaucoup de condescendance là. Hein. Oui, là, bon. Après, on peut lui accorder la confusion. Le live, là, ça fait 44 minutes. Bon, alors, on peut lui accorder la confusion. En 44 minutes, on dit des bêtises. Oui, et les journalistes aussi. Certaines de mes amies, voilà, c'est ça. Elle revient toujours à l'expérience personnelle. Mon expérience personnelle féministe, c'est ça, donc le féminisme, c'est. Je le fais gratuitement, en fait. Je le fais parce que je pense... Mais moi aussi, je le fais gratuitement. Moi, je suis financé par rien du tout. J'ai même pas de pub devant mes vidéos YouTube. J'ai même pas activé la publicité devant mes vidéos. Sincèrement, que... ce que je dis pourra aider certaines personnes qui se retrouvent pas justement dans votre espèce de, comment on pourrait dire, d'idéologie à la mort moigneux qui est pas du tout ancrée sur des réalités. C'est-à-dire que vous prenez précisément l'inverse. Tout ce que j'écris dans ce livre est ancré sur des réalités. C'est pour ça que ce chiffre oui, mais en fait, si vous voulez, c'est des chiffres et d'études en fait, si qui vous pour voulez, le coup sont réels, sont sourcés. Oui, mais... Et c'est très important parce que là, nous, on discute avec nos points de vue. Bien sûr. Finalement, on est des pions. Enfin, je veux dire, on n'est pas des pions parce que j'estime que tous les deux, à notre niveau, on agit. En tout cas, on essaye d'agir. Peut-être pas dans la même direction, mais c'est important aussi de se reposer sur des gens qui étudient depuis longtemps, qui ressentent des chiffres sur les violences, sur les inégalités économiques.
économique. C'est très important. C'est pas de la mort moelleuse, c'est pas de la naïveté. C'est juste être lucide sur le monde qui nous entoure, en fait. C'est juste ça. C'est pour ça que la naïveté, je suis désolé de te le dire, mais elle est un tout petit peu de ton côté parce que tu ne veux pas voir le monde dans lequel aujourd'hui les femmes et les hommes gravitent, malheureusement. Mais attendez, moi j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de charge mentale, j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de... Ok. Reconnaître la charge mentale, c'est bien. Oui, je suis invité par Zioclo ce soir, je vais faire de mon mieux. Hein, je sais que le public de Zioclo, c'est pas forcément un public acquis au féminisme, mais justement, c'est à ces gens-là qu'il faut que je m'adresse, donc a priori, je suis invité chez lui à 19h, je vais faire de mon mieux. Je vais essayer de citer un maximum de travaux féministes, voilà, je vais vraiment faire tout ce que je peux pour représenter les luttes antisexistes correctement. d'agression sexuelle, Bah j'ai ouais, jamais faut trouver dit des que... solutions à tout ça. C'est bien de D'accord. déplorer, mais il faut trouver des solutions. Très bien. Je sais pas si c'est l'homme Eh violé ben- que tu décris qui va mettre fin aux violences faites aux femmes. Enfin, tu vois, c'est ça qui Est-ce que- m'inquiète un peu. Ok. J'ai du mal à percevoir tes solutions. Alors en déjà, fait. d'accord. Parlons de solutions. Ok, moi je vais vous dire la solution. La solution, c'est qu'on arrête d'élever les enfants avec le féminisme. Pour plusieurs raisons, bien évidemment. Mais on va dire... Mais on n'élève pas les enfants avec le féminisme. Dans les préceptes de l'éducation, il y a des préceptes de l'éducation qui sont issus de différents courants de pensée, il y a des préceptes de l'éducation qui sont issus du féminisme parfois, d'autres qui sont issus tout simplement de l'habitude, de l'habitus qu'on a pu avoir. On a toujours éduqué les enfants comme ça, donc on continue comme ça. Il y a des préceptes d'éducation qui sont inspirés par la psychologie, ça me désole, mais il y en a qui sont inspirés par la psychanalyse. On n'éduque pas les enfants par le féminisme, ça me surprend. Glad Coco, tu dis que le féminisme libéral surtout est majoritaire, mais concrètement est peu appliqué dans les politiques publiques. Il y a une différence entre le discours d'une Marlène Schiappa et la réalité d'une femme confrontée aux violences machistes. Peut-être, je réfléchis à ça. dire que, en fait, là, vous déplorez... En fait, le féminisme... Mais là, on les éduque pas avec le féminisme. Le féminisme... Là, aujourd'hui, il y a des associations qui ont porté plainte parce que justement, les cours d'éducation à l'égalité ne sont pas effectifs dans les écoles. Donc déjà, ce que tu viens de dire, malheureusement, j'aimerais que Ah ça rejoint ce qu'on m'a dit tout à l'heure dans le chat. Hein. tu te trompes pas, mais malheureusement, c'est pas exact. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment d'éducation à l'égalité à l'école. Donc on n'est pas dans une école féministe aujourd'hui. C'est pas vrai. Et ben pourtant, bref, je pense que le truc fondamental... Mais non, pas vrai, il faut répondre. Si tu penses que l'école a été gangrénée par le wokisme et le féminisme, il faut défendre, il faut donner des exemples. Il ne s'agit pas juste de l'affirmer. De l'égalité. Alors il y a plusieurs choses, mais on va dire que vous voulez l'égalité, mais en réalité, et vous le dites bien au début, c'est pas vraiment l'égalité, puisque techniquement, là, on est sur le papier, et vous savez très bien, vu que vous êtes avocat, donc j'imagine que vous savez très bien les lois, il n'y a pas de différence légale entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, on a quasiment tous les mêmes droits. Mais en fait, l'égalité ne se perçoit pas, ne s'appréhende pas que d'un point de vue juridique, en fait, ne s'appréhende pas que par les textes de loi. L'égalité s'appréhende de plein de façons différentes. Elle dit, je reconnais les inégalités économiques, elle le dit, elle reconnaît les inégalités au niveau de la charge mentale, et là elle dit, oui, mais pourtant, on est égaux puisqu'on a les mêmes droits. Et oui, mais en fait, l'égalité ne peut pas simplement s'envisager que d'un point de vue juridique. On peut pas simplement aller ouvrir le code civil et dire, bon bah voilà, est-ce que les hommes et les femmes sont représentés de la même façon? Oui, ça va, du coup, on est complètement égaux. L'égalité, ça s'appréhende de plein de façons différentes. Ou du moins, les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Oui, c'est vrai. Ok, En droit, en droit. Ah, Donc ce que vous il le voulez dit. en réalité, c'est une égalité de résultat. de fait. Ouais, vous vous dites de fait, très bien. Mais ça, c'est... Enfin, vous comprenez bien que c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Non, mais dans le Mais sens... tu sais, c'est pas parce que tout à l'heure, tu Non, parlais de non. naïveté. C'est pas parce que tu prônes une société qui va mieux que t'es naïf. Hein. Je sais très bien que c'est long. Non, mais moi, je je sais suis très pour. bien que quand, par exemple, on a aboli la Moi, je suis- prostitution avec Najat Vallaud-Belkacem, je Mhm. savais pertinemment que la prostitution. Ah, mais en plus de ça, il est abolitionniste, monsieur. Il a beaucoup de qualités. Des a priori sur moi, tu comprends pas trop mon combat, je vais essayer de m'expliquer ce soir. allait continuer. De la même manière que quand on a dit que le meurtre c'était pas bien, je savais très bien, enfin à l'époque ils savaient très bien que le meurtre allait malheureusement continuer. Bien Donc, sûr. mais simplement à un moment donné, il faut fixer un cap, quoi. Il faut se fixer des objectifs parce que sinon, on déprime un peu. Et c'est pour ça que je dis toujours que le féminisme emporte des choses très enthousiasmantes et c'est pas des choses limitantes En fait, c'est pas le côté faire des actions au gouvernement. Et d'ailleurs, moi, là, si je peux faire passer mon message, j'adorerais qu'il y ait beaucoup plus de restrictions sur la pornographie, etc. Je veux dire, moi, c'est pas ça mon problème avec le féminisme. Mon problème, c'est l'idéologie qui est derrière. Et l'idéologie que vous... Mais l'idéologie qui veut l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est une mauvaise idéologie. En fait, La vidéo sera publiée demain matin. Elle revient sur l'idéologie féministe comme une sorte de grand pot pourri en fait. Et on ne sait pas trop ce qu'elle met dedans, parce qu'elle parle beaucoup en images, en généralité. Donc elle revient sur l'idéologie féministe. On a affaire face à elle à un interlocuteur qui lui prend toujours des exemples concrets avec lesquels elle dit « je ne suis pas en désaccord, mais… » Donc en fait, elle n'a pas l'air en désaccord profondément avec les idéologies féministes, mais on dirait qu'elle a choisi un cheval de bataille qu'elle s'y tient. C'est pour une raison qui m'échappe, alors qu'il est probablement proche de ce dont elle a parlé au départ, du fait qu'elle a mal vécu son militantisme, et là-dessus, moi je suis désolé, je lui témoigne toute mon empathie par rapport à ça. Mais au final, on a l'impression de voir en fait une personne qui met une énergie absolument considérable pour casser le féminisme en France. Et j'ai du mal à comprendre sa démarche.
Oui, parce qu'en fait, pour... Ah bon. Non, mais attendez. Dans le sens où, pour arriver à l'égalité des faits, comme vous le dites, Ouais. ça veut dire qu'il faut faire exactement ce que moi... en fait, il faut effacer les différences entre les hommes et les femmes. Mais quelle différence? Les différences biologiques, les différences Moi, de le féminisme va comportement. effacer les différences biologiques. Bien sûr, si vous voulez l'égalité des faits. Mais pas du tout, c'est des inégalités culturelles. C'est pas- Mais voilà, très bien, c'est des égalités culturelles, c'est ce que je disais au départ. On va pas gommer le fait, on va pas prétendre que la taille moyenne d'un homme est la même que la taille moyenne d'une femme. On va pas prétendre que c'est la même masse musculaire. On va pas prétendre ça. C'est pas du tout ça qui est prétendu. Par contre, si on part de cet a priori-là biologique en disant donc on va réserver les travaux du tertiaire aux femmes parce qu'elles sont pas capables de faire des travaux manuels, là il y a du sexisme en fait. La question n'est pas de gommer les réalités biologiques. La question est du coup d'empêcher que cette différence biologique ait un impact. Et un impact, à cause du système patriarcal, à cause du sexisme, sur le choix que ça va laisser dans le choix de carrière aux hommes et aux femmes. C'est juste ça. Et il est aussi surpris que moi de cet argument, d'ailleurs. Pas du tout des inégalités biologiques. Les féministes ne veulent pas gommer les inégalités biologiques. C'est exactement comme quand j'étais au cabinet du ministère des droits des femmes, où on disait vous voulez instaurer la théorie du genre. Mais en fait, personne n'a jamais su définir la théorie du genre. Personne ne sait ce que c'est. C'est comme le monstre du Loch Ness, quoi. Tout le monde en a entendu parler. Salut Rolvous. Alors, Amélie, donc moi je ne la connaissais pas. Hein. C'est une vidéo qu'on m'a demandé assez massivement là, ces derniers jours de commenter. C'est une ancienne féministe qui a, dans son parcours personnel, dans son parcours de vie, milité et qui en a souffert. Elle a beaucoup souffert de son militantisme et aujourd'hui elle prend le contre-pied et elle dit je pense que le féminisme nous rend malheureux et donc elle tient un discours que je mettrai en ligne demain sur YouTube parce qu'on est à la fin de la vidéo là, profondément antiféministe aujourd'hui et elle essaie d'expliquer à travers son expérience personnelle pourquoi elle pense que le féminisme est nocif et donc on commente ça depuis le début de la vidéo. Mais personne n'a jamais Attendez, vous savez pas C'est définir la même théorie chose. du genre? Bah vas-y, je t'en prie, c'est quoi? Donc la théorie des genres, c'est ce qui dit en gros que le sexe est construit. En gros, on est tous avec un sexe biologique assigné à la naissance, et en gros, on se construit culturellement. Donc en gros, Le sexe biologique assigné à la naissance, c'est quelque chose que j'ai pu lire parfois. La majorité des contes, en particulier trans, puisque là c'est de ça dont elle parle, ne parlent pas d'assignation du sexe à la naissance, ils parlent d'assignation du genre. Et là-dessus, sur l'assignation d'un genre, malheureusement, on a des études qui montrent que dès l'instant où une femme tombe enceinte et qu'elle sait quel est le sexe de l'enfant, que déjà elle va se comporter différemment selon le fait que ce soit un garçon ou une fille. Parce qu'elle va mettre des stéréotypes de genre sur le garçon. C'est pour ça que, par exemple, on a tendance à forcer un garçon à boire un peu plus au biberon qu'une fille. On va plus s'inquiéter quand un garçon ne finit pas le biberon quand c'est une petite fille. Donc effectivement, il y a un genre qui semble être assigné. On va dire, si un enfant naît en tant que garçon, c'est pas le sexe qui est assigné à la naissance, le sexe il est constaté à la naissance, hein, on constate un sexe. Le concept de genre existe, hein, ça je suis évidemment d'accord, hein. Et pour moi, il est profondément sexiste et il faut l'abolir. Hein. Moi, je suis un abolitionniste du genre, hein, pour des raisons qui, moi, me semblent assez évidentes, dont j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et donc, il y a des assignations de rôles, il y a des assignations de stéréotypes. On va attendre qu'un garçon se comporte de telle ou telle façon, ou qu'une fille se comporte de telle ou telle façon. Mais ça, c'est dénoncé, pour le coup, hein, par le féminisme. Hein. Elle a l'air de dire que le féministe veut absolument asseoir ces trucs-là, mais je sais pas, en fait, de quoi elle parle, encore une fois. oh, un homme et une femme, peu importe. C'est-à-dire qu'un homme peut être une femme et un homme biologique peut se sentir femme. Ou se sentir, j'en sais rien, xénogenre ou que sais-je, maintenant c'est parti un petit peu en cacahuète. Bon, d'accord. Malgré ce que j'en pense, ne caricaturons pas non plus. Moi aussi j'ai des critiques à émettre par rapport à tout ça. Mais maintenant, ne disons pas, maintenant les gens ils se disent xénogenre. Enfin, c'est quand même une extrême minorité qui parle de xénogenre. Salut le Toxic Crew, merci pour le travail, c'est adorable. Les protagonistes de la vidéo ont-ils pris la peine de s'accorder sur une définition? Non, alors justement, les termes n'ont pas été définis au début, c'est vrai, mais je pense que de toute façon ils n'auraient pas pu s'accorder sur une définition puisqu'ils parlent de choses qui sont très différentes. Donc je pense qu'ils ne se seraient pas mis d'accord sur une définition du féminisme en l'occurrence. Et une femme biologique peut se sentir homme, c'est ça la théorie du Mais genre. c'est pas une théorie, enfin je veux dire, ça c'est la réalité. Et encore une fois, c'est pas ça la base du combat féministe, c'est pas du tout ça. Non, moi je Ça, suis ce que d'accord. tu décris, Moi, c'est je une suis d'accord. réalité, c'est pas une théorie. Enfin, je Comme veux ça, dire, c'est une réalité. Et on n'a pas voulu enseigner ça aux La enfants d'ailleurs. réalité biologique, le sexe n'est pas assigné à la naissance, il est observé. Je veux dire, c'est observable dans tes chromosomes. C'est-à-dire que si on prenait les cellules souches au moment où ton ovule avait fécondé Donc là, on parle effectivement d'un truc sur lequel il y a énormément de discussions à avoir. J'ai lu beaucoup de gender studies récemment pour mieux comprendre. Il y a des trucs avec lesquels j'ai changé mon opinion par rapport à d'autres sur lesquels j'ai pas changé mes opinions. Attendez, parce que je suis en train de me perdre. Je veux dire, c'est observable dans tes chromosomes. C'est-à-dire que si on prenait les cellules souches au moment où... D'accord. Et du coup, effectivement, il y a aujourd'hui une discussion pour savoir ce qu'on entend par homme ou par femme. Et vous avez certaines personnes qui vont dire, en fait, homme ou femme a une réalité matérielle, qui est rarement niée d'ailleurs, dans le camp d'en face, une réalité matérielle qui fait qu'on les définit de telle façon. Et vous avez des personnes qui disent, en fait, on peut se sentir appartenir à un genre, moi c'est quelque chose que je ne comprends pas, à titre personnel, on en a déjà parlé, et donc le genre doit aussi pouvoir désigner homme et femme.
Pour moi, ça pose un problème qui est évident, ça pose un problème politique, ça pose un problème de lutte. C'est-à-dire qu'en fait, si hommes et femmes deviennent des mots polysémiques, ça devient plus difficile de lutter contre la violence masculine. Parce qu'on ne sait plus exactement ce qu'on entend par homme. On ne sait plus si on entend sexe ou si on entend genre. Et c'est pour ça que moi, je trouve que les mots qui déterminent le genre, à savoir masculin et féminin, sont des mots qui sont très appropriés. Parce qu'on comprend ce qu'on entend par masculin et par féminin. Et presque on entend le stéréotype qu'il y a derrière. Donc voilà, moi pour le coup, moi je suis partisan pour que... oui, pas de souci, Robin, j'en parlerai un jour avec grand plaisir. Typiquement, je parlais de Monique Wittig, qui a une phrase qui est restée un peu célèbre, pourtant c'est une féministe radicale matérialiste, hein, qui dit « les lesbiennes ne sont pas des femmes ». Et quand on lit cette phrase de l'extérieur, on se dit « mais de quoi elle parle ?» Et en fait, elle explique, elle dit « les lesbiennes, quand elles se sortent de l'hétérosexisme, elles ne sont plus perçues comme des femmes par les hommes, et elles subissent des discriminations qui sont du coup différentes. » Et là-dessus, moi, ça m'a fait réfléchir, je me suis dit « ok, ça je peux comprendre. Je peux tout à fait comprendre qu'une personne transgenre, qui était, on va dire, M2F, donc male to female, et subit d'abord des discriminations spécifiques au fait que pendant longtemps il est adhéré au fait qu'il était un homme, et qui subit des discriminations différentes par la suite parce qu'il effectuait une transition. Pour autant, misogynie et transmisogynie, c'est deux choses qui sont différentes, mais si on continue à associer la définition de homme et femme à la fois au sexe et à la fois au genre, on ne sait plus très bien comment lutter contre ça. C'est un petit peu le mal que j'ai avec cette polysémie des mots. C'est que du coup, qu'est-ce qu'on considère comme violence masculine? Qu'est-ce qu'on considère comme domination masculine? Et là, ça nécessiterait de tout redéfinir, et ça me paraît très périlleux, vraiment très périlleux. Ton ovule avait fécondé le spermatozoïde avait fait féconder l'ovule, on aurait pu savoir si tu étais un homme ou une femme. Donc ce n'est pas culturellement construit. C'est celui du féminisme. Non mais en fait, à chaque fois que je touche un point qui effectivement... Mais pas du tout, c'est juste que les personnes intersexes, elles existent en fait, c'est une réalité biologique. C'est 0, bon, par contre, l'argument là n'est pas bon. C'est pas parce qu'il y a des personnes intersexes qui existent qu'on peut déterminer sexe ou qu'on peut déterminer homme ou femme par le genre. C'est un argument qu'on entend souvent, en tout cas qui m'échappe complètement. 0,1% de la Non, population. c'est beaucoup plus que ça. Et là, encore une fois, je renvoie toutes les personnes qui nous regardent à toutes les études sur le sujet. C'est Grand beaucoup max, plus que ça. 0,5. Bon, d'accord, ça part sur toute autre chose. Bon, je pense qu'on en a vu assez. Là, ça part vraiment sur toute autre chose. Merci de m'avoir recommandé cette vidéo. Effectivement, elle est assez édifiante. Elle est assez triste, hein. D'un côté, évidemment, j'ai envie d'être en profonde empathie pour elle parce qu'elle décrit une souffrance, une vraie souffrance dans son combat militant. Elle s'est sentie malade, elle s'est sentie malheureuse, elle a eu l'impression que ça l'avait éloignée de ce dont elle avait envie dans la vie, à savoir vraisemblablement fonder une famille, et là-dessus je suis désolé. En revanche, pardon, mais ça justifie pas tout le discours et tous les glissements de sens qu'elle fait pendant toute la vidéo, ça justifie pas le fait de dire comme le féminisme m'a rendue malheureuse, le féminisme rend les femmes malheureuses. Il me semble que quand elle parle de féminisme, elle parle d'un féminisme qui moi m'est complètement inconnu, je ne sais pas de quoi elle parle. Je ne sais pas qui lui dit qu'il faut surtout pas faire d'enfants, je ne sais pas qui lui dit qu'il faut se raser les cheveux, je ne sais pas qui lui dit qu'il faut se laisser pousser les poils sinon on n'est pas féministe. Donc voilà, c'est exactement ça. Son expérience est légitime, évidemment. Son argumentaire, effectivement, ne me convainc pas du tout. Merci, les dynamites. Inefficient qui me dit... attendez, vous pensez incapable les autres militants d'un paradigme différent du vôtre de définir ce qu'est un homme ou une femme? Non, c'est pas du tout ce que je dis. Non, c'est absolument pas ce que je dis. Hein. Ce que je dis, c'est que du coup, comment on réfléchit la violence masculine si on est dans une période où on n'arrive plus à définir précisément ce que veut dire homme ou femme. Comment on arrive à définir ça et comment on arrive à mettre en place des moyens pour lutter contre? C'est ça que je dis. C'est que la polysémie, du coup, de ce mot-là, elle rend le combat quand même, je trouve, un petit peu plus compliqué à comprendre, un petit peu plus difficile à percevoir. Mais si vous voulez, on en parlera dans un live entier. Moi, j'ai aucun problème à parler de ces choses-là. J'ai vraiment aucun souci à parler de ça. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai dit le principal par rapport à ça. Non mais vous me parlez de Christine Delphi, inefficiente, vous pensez bien que Christine Delphi fait partie des autrices que j'ai lues en long, en large et en travers. Mais on en parlera, encore une fois, vous avez l'air assez agacé par la question, mais on en parlera avec grand plaisir, et même, ce que je vous propose, c'est que le jour où je fais un live là-dessus, vous m'appeliez par Instagram, et puis comme ça, on en parle en direct avec les gens, hein. Comme ça, vous pourrez me donner vos arguments, je vous donnerai les miens, ce sera sûrement très intéressant. En attendant, je vais arrêter l'enregistrement YouTube, parce que la vidéo, elle dure 1h56, c'est déjà beaucoup trop, j'aurais dû l'arrêter plus tôt, je pense. Du coup, je vous souhaite de prendre soin de vous, et je vous dis à très vite.